Bonjour à toutes et à tous, avant de commencer ce podcast, petit message de service, la QR est encore très jeune, très très jeune et j'ai besoin de vous pour qu'il continue à vivre en étant totalement indépendant. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me soutenir pour que je continue le plus longtemps possible la QR. Alors abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez ce podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcasts ou une autre plateforme d'écoute. Si vous le regardez sur YouTube, pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode du jour, que ce soit sur les propos de l'invité ou des miens. Pensez également à vous abonner ailleurs. Je suis à peu près sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, et ça me permet d'avoir une audience toujours plus grande. Et puis pour faire vivre la cuillère, pour être 100% indépendant financièrement, vous pouvez également me faire un tips, un don sur le lien que vous trouverez dans la bio de ce podcast ou de cette vidéo. Encore une fois, merci de votre soutien et de vos retours. Je vous souhaite une bonne écoute. Allez, on est parti. Deuxième épisode du podcast. Je voulais marquer le coup et ne pas faire que du rugby masculin. Et j'ai trouvé la perle rare puisque en face de moi, j'ai Gabriel Vernier que je suis très content d'accueillir. C'est toi qui nous accueilles parce qu'ici, on est à Blagnac, dans le clubhouse. Exactement. Merci de m'accueillir, Gabriel. Merci d'avoir répondu favorablement à ce podcast. Moi, ça me fait plaisir parce que tu es une des joueuses qui me fait le plus plaisir à regarder. C'est-à-dire que quand il y a un match de rugby, je sais qu'en attaque ou en défense, on va s'amuser. Bon, t'es connu pour justement ta défense. On va en parler, mais juste d'abord, on va te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Gabriel Vernier. Qui es-tu ? T'as 28 ans. C'est ça, j'ai le bon info. Ça passe vite. T'es une joueuse du 15 de France et de Blagnac. Plus jeune, t'es passée par Nanterre. Oui. Région parisienne, t'as fait Nanterre. T'as fait entre 2012-2015, Lille entre 2015 et 2019, avec qui tu remportes une fois le championnat de France en 2016. Ouais. Et Rueil-Malmaison, mon club formateur. Ah bah, j'avais oublié ça. Et tu as aussi gagné 3 fois le championnat de France de rugby à 7, 2016, 2017, 2018. La grande équipe. Un peu sétiste dans l'âme, à l'époque. Plus du tout maintenant. Tout maintenant, non, j'ai plus les cannes. Après, tu deviens également international avec le 15 de France. Bon, c'est anecdotique, ça. C'est pas ultra important, non, évidemment, on rigole. Tu fais partie de la génération qui décroche le Grand Chelem en 2018, même si tu me disais que tu joues pas la fin. Concrètement, j'ai joué 2 matchs sur 5. Donc, c'est quand même pas mal. Mais bon, ouais, c'est le seul Grand Chelem dans mon palmarès, donc on le compte un petit peu quand même. Pour l'instant. Après, tu dis là, à ce moment-là où vous regardez la vidéo, tu as 58 sélections. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Tu crois que c'est ça ? Je crois que c'est ça, ouais. Et en parallèle de ça, tu es aussi ingénieur. Et comme on est à Toulouse, tu es évidemment ingénieur dans l'aéronautique, ouais, forcément. Pour changer, dans un bureau d'études, c'est ça, dans le domaine aéronautique ? C'est ça, on fait des outillages dans l'aéronautique, principalement pour Airbus, voilà, mais c'est un peu tout le bassin toulousain qui bosse pour Airbus, donc voilà, je bosse là-dedans. On va y revenir après. On commence par tes débuts dans le rugby, et vraiment une histoire très originale pour le rugby. Tu viens au rugby grâce à tes frères, grâce à ta famille. C'est ça. Est-ce que maintenant que tu as un peu plus de bouteilles, tu arrives à rivaliser un peu physiquement avec eux ? Oui, franchement, et c'est pas maintenant que j'ai plus de bouteilles, même à l'époque je rivalisais avec eux. Ils vont pas être contents de voir ça, mais non, oui, on a bien joué au rugby ensemble et on s'est bien amusé. Ça finissait pas forcément bien à la fin, mais au final, c'était des bons moments. Les meubles prenaient un peu pour... Voilà, les meubles, et forcément ça finissait en pleurs, mais bon... Classique. Bon, t'as commencé le rugby donc à Rueil Athletic Club. C'est ça. Ensuite, tu pars à Nanterre, donc on l'a dit tout à l'heure pour les dates 2012-2015. Puis à Lille. Pour toi, c'est vraiment un objectif de continuer à jouer au rugby ou t'as trouvé un peu le club par hasard ? Est-ce que t'es monté à Lille pour tes études ? Non, c'était vraiment un double objectif. Je voulais continuer mes études en ingénieur, mais je voulais aller dans une ville où il y avait une équipe d'élite de top 8 à l'époque. Donc en fait, c'était un combo parfait à Lille parce qu'il y avait des bonnes écoles d'ingénieurs et en même temps, il y avait Villeneuve d'Ascq que j'avais regardé à la télé l'année d'avant, qui était finaliste. Qui avait joué sa finale contre Montpellier, il me semble. Donc j'avais vraiment cet objectif aussi quand même de continuer dans le rugby et de jouer au plus haut niveau, de m'amuser, mais d'allier les deux, c'était vraiment un objectif. Est-ce qu'à Lille, tu sens que tu peux titiller un petit peu une place en équipe de France ? Non, vraiment, en arrivant, pas du tout. Je suis arrivé, premier match hors groupe.
et au début de l'année, j'étais remplaçante tout le temps, même la quasi-totalité de l'année, remplaçante, parce qu'il y avait des très bonnes joueuses sur le terrain. Et voilà, moi, je me familiarisais. J'étais loin de chez moi. C'était un peu difficile au début. Parce que tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 18 ans. Donc, j'arrivais déjà, je m'entraînais avec le groupe d'Élite 1, avec des Romanes et Marine Ménager, qui m'impressionnaient vraiment beaucoup déjà, même à l'époque. Donc ouais, j'atterrissais là et j'ai juste essayé de me familiariser avec l'équipe, d'essayer de gratter des minutes de jeu sur le terrain. Mais voilà, la première année, c'était un peu compliqué, même si ça s'est terminé en apothéose avec ce titre qu'on est allé chercher. Avec malheureusement la blessure de celle qui jouait mon poste, la demi-finale aller, j'avais pas joué une minute du match, j'étais venu à Blagnac, j'avais pas joué une minute et la numéro 12 de notre équipe se blesse dès le début de la demi-finale retour, et donc je joue toute la demi-finale et je finis par jouer toute la finale alors que j'ai quasi pas fait beaucoup de feuilles de match en titulaire pendant l'année, quoi. Donc c'était assez extraordinaire. Et c'était une aventure assez chargée aussi avec l'aventure pour Alice qu'on a fait, une joueuse de notre équipe qui s'était blessée dès le premier match de championnat au cervical, qui est restée dans le coma et qui c'était un moment hyper fort pour l'équipe. Moi je venais d'arriver, voilà, je venais de la découvrir, j'avais juste fait un stage de pré-saison avec elle, mais toute l'année on s'est un peu battu pour elle et on a fini par la mettre sur le bouclier à la fin de l'année et qu'elle remarche et qu'elle voilà, c'était vraiment une aventure hors norme et ça nous a soudés, je pense, à vie. Parce qu'elle va mieux aujourd'hui. Elle va mieux aujourd'hui, oui, absolument. Non, oui, carrément. Je me suis dit, bon. Non. Non, bah ça, tant mieux alors. Est-ce que tu as quand même ta première convocation à Marcoussis dans ces eaux-là quand t'es Ouais, allé... l'année d'après. En fait, cette année-là, je pense que je me blesse un petit peu en milieu d'année. Et la deuxième année, je suis sélectionnée pour les moins de 20 ans. Et donc ça a été en fait la première expérience avec le maillot bleu. Voilà, on est allé jouer un match en Angleterre et un match en France. Et c'était extraordinaire. Découvrir la Marseillaise, le public. Il y avait un monde de fou à Mont-de-Marsan. J'avais jamais joué devant autant de personnes. C'était dingue. Et voilà, c'était la première expérience. Et il y avait cette Coupe du Monde 2017 à la fin de l'année. Donc moi, je suis allé voir en tant que supportrice. Voilà, j'étais en Irlande, c'est en ça ? Irlande, ouais. Et en fait, en revenant, il y avait une génération qui s'arrêtait. Les Elodie Poublan, Gaël Mignot a fait ses dernières sélections à ce moment-là. Et donc, en fait, il y avait toute une génération qui arrêtait. Et donc, ils ont appelé beaucoup de jeunes en équipe de France à la tournée d'automne de 2017. Et donc, je faisais partie à ce moment-là. C'était quoi les conditions d'entraînement à l'époque pour le rugby féminin du 15 de France ? Bon, c'est vrai que comparé à maintenant, à Marcoussis, on n'était pas du tout dans les chambres il y a une aile du 15 de France, nous on était dans les petites chambres en haut, toutes petites, 8 mètres carrés, voilà, c'était pas de bonne, quoi. Voilà, c'était les chambres de bonne, c'était encore à mon époque, je pense que par rapport à ce qu'il y avait avant, on était déjà très privilégié. Il y avait vraiment des conditions qui se sont améliorées avec le temps. Et quand moi je suis arrivé, je pense déjà on bénéficiait quand même de toutes les infrastructures pour s'entraîner. Enfin, on avait quand même de la qualité pour s'entraîner. Voilà, c'était juste ce petit passage où, je crois que c'est 2 ou 3 ans après, où on a pu enfin bénéficier vu qu'on était en décalé avec les garçons, on a pu bénéficier des chambres du 15 de France, de considération. Il y avait 2 restaurants, on a pu se restaurer au restaurant du 15 de France. La qualité de la nourriture était une gamme au-dessus. C'est des choses bêtes, mais bien s'alimenter, bien dormir, c'est des choses aussi qui font partie de la performance. Et voilà, c'est des petites améliorations qu'on a eues au fil du temps. Et maintenant, on peut dire à l'heure actuelle que quand on va à Marcoussis, on est une équipe au même niveau que le 15 de France masculin et voilà, pour moi c'est de la considération et ça a mis un bout de chemin à arriver, mais on est vraiment sur la bonne voie, quoi. C'est vous qui les avez demandé ces avancées ou c'est... Pas forcément, non, ça s'est fait dans les instances. Nous les femmes, on demande pas forcément beaucoup de choses. On est là, on nous donne des choses, on se plaint, mais rarement on va monter au créneau pour avoir des choses ou ces choses-là, parce que voilà, c'est difficile quand déjà t'es privilégié, tu te dis je suis en équipe de France, je suis là pour représenter mon pays, et en plus tu te dis je suis pas contente, je veux des chambres plus grandes. C'est à notre place on le faisait pas, et surtout moi en plus petite jeune qui venait d'arriver, encore moins, quoi. C'était quoi, quand tu parles de pas trop se réclamer, c'était quoi, c'était un sentiment de
pas de légitimité, pas de faire trop de bruit, ces Ouais, choses-là. on n'a pas l'habitude de monter au créneau, de mettre le poing sur la table avec les instances en disant je veux des améliorations là-dessus. Nous, on nous donne des choses, ça se fait un peu dans les bureaux, ces améliorations, mais déjà, on a pu batailler pour nos contrats où là, on a des filles, des représentantes des joueuses qui se battent pour négocier nos contrats avec Proval. Et là-dessus, on agit, mais sur les conditions de vie, c'est plutôt nos entraîneurs d'équipe de France ou nos managers qui, eux, étaient en contact direct et je pense demandaient un peu plus, se battaient plus pour nous dans l'ombre pour avoir des améliorations. Tu as parlé des contrats, c'est une révolution ça. Alors pour expliquer un peu à ceux qui regardent et qui ne comprennent pas, tu fais partie des premières joueuses à avoir obtenu un contrat fédéral, c'était à mi-temps à l'époque, Ouais, c'est avec ça. la Fédération française de rugby. Alors c'est un système un peu particulier parce que quand on est habitué au top 14 où c'est les joueurs qui sont salariés du club et quand ils jouent avec le top 14, avec le 15 de France, c'est des primes de convocation et de sélection. Pour vous, pour les femmes, c'est différent. On a d'abord eu 24 contrats fédéraux à mi-temps pour les internationales. Après, on a eu au contrat à 75% pour une trentaine de joueuses aujourd'hui. Et donc, vous êtes payé à 75% du temps par la Fédé et vous avez les 25% restants pour faire soit votre métier, soit étudier. pour étudier ou faire autre chose, quoi. Et toi, quand tu as eu pour la première fois un contrat, ça devait être l'homme de caverne découvre le feu, non? Ouais, c'était dingue. Enfin, c'est vraiment, tu bascules dans autre chose, quoi. Donc tu te dis, je suis rémunéré pour faire quelque chose que j'aime au quotidien. Au début, c'était des mi-temps, donc fallait quand même. Moi, j'étais en études à cette époque-là, donc je faisais mes études et à la fois j'avais ce contrat à mi-temps. Mais oui, ça découvre le feu. Enfin, c'est vraiment, c'était dingue. On était là, on s'entraîne, on est rémunéré pour jouer au rugby, même si à l'heure actuelle, les problématiques, on est rémunéré par la fédération, mais on s'entraîne un peu au quotidien dans les clubs, et les clubs sont pas forcément structurés pour accueillir des professionnels. Donc, il y a que les entraînements pendant la journée, c'est compliqué parce qu'il y en a plein qui travaillent à côté, et on est 30 privilégiés en France à pouvoir vivre du rugby. Mais c'est vrai que le chemin cette bascule, elle a été énorme pour notre sport. Et on aimerait qu'il y ait encore cette bascule pour que les clubs prennent le relais et que toutes les joueuses d'élite 1 soient sous contrat aussi pour pouvoir s'entraîner plus et performer plus et faire un championnat de meilleure qualité, quoi. On va en parler à la fin de ça, justement, des améliorations qu'on peut peut-être penser pour le rugby féminin. Est-ce que tu te souviens, toi, à l'époque, le contrat mi-temps, pour donner une idée, c'était combien le salaire environ? C'était... j'ai plus... J'aurais dit 800 €. J'aurais dit 800 € comme ça, mais je me rappelle plus bien. Enfin, c'était il y a un petit moment. Mais j'aurais dit aux alentours de 800 000 € peut-être. 800 000 €, Ouais. c'est... Non, 800 000 €. Waouh! Non, évidemment. Mais aujourd'hui, en tout cas, le salaire que vous touchez avec la fédération, 75%, c'est largement au-dessus du SMIC. Oui. C'est Là, au-dessus des 2000 €, je crois. Oui, à peu au-dessus près. des 2000 €. Ouais. C'est entre 2000, c'est en fonction de notre ancienneté. En fait, quand tu as tes premières années en équipe de France, tu as des contrats jeunes. Et après, au fur et à mesure des années, tu passes des paliers et ça t'augmente un peu ton salaire. Donc oui, les salaires, ils sont entre 2 et 3 000 €. Et on peut largement en vivre. Et celles qui ne souhaitent pas avoir de travail à côté peuvent ne pas avoir de travail à côté. Mais voilà, c'est des salaires qui permettent de vivre actuellement au quotidien, mais on ne peut pas se faire un petit pactole à côté pour essayer d'investir dans des choses. On sait très bien qu'une fois que la carrière sera terminée, on va devoir partir au rang employé dans une entreprise au stade basique. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler à côté, parce que si par exemple moi dans le domaine d'ingénieur j'arrive à 32 ans et je dis j'aimerais bien commencer à bosser, en fait je vais avoir le statut d'une personne de 23 ans qui sort d'études et qui n'a rien fait, et donc c'est compliqué. T'auras pas l'expérience, ouais. Ouais, pas d'expérience dans le monde professionnel, donc c'est compliqué. C'est pour ça que moi c'était important pour moi d'avoir un petit bride, même si c'est à 25%, d'un peu de domaine d'ingénieur à côté, pour me former, pour avoir ce ressenti d'être en entreprise. Et c'est important parce qu'au final, toutes les filles qui vont sortir là, qui vont se retrouver sans contrat, pas d'expérience professionnelle, et tu vas devoir trouver un job au palier 1, quoi. Est-ce que alors c'est génial les contrats, mais il y a quand même, c'est un CDD de 1 an, renouvelable. Un an et demi. On a 2 saisons, ouais. Ok. 2 saisons, c'est hyper précaire, quoi. Mais après, c'est la même chose, j'imagine, pour les garçons qui signent des contrats sur 1, 2, 3 ans renouvelables. Mais oui, c'est-à-dire que là, on a eu des renouvellements de contrats en juin.
juin dernier, là, juste avant la Coupe du Monde. Et il y a des filles qui, du jour au lendemain, se sont trouvées, elles ont appris qu'elles allaient devoir s'inscrire à Pôle emploi après la Coupe du Monde en septembre. Agathe Socha l'a raconté, notamment, ouais. Et en fait, c'est hyper précaire parce que tu te dis, t'es dans ton confort du rugby et en fait, du jour au lendemain, il va falloir que tu te trouves un travail. Donc c'est pour ça que c'est des choses à prévoir parce qu'actuellement, c'est hyper précaire comme situation, quoi. Est-ce qu'il y a quand même... Tu as déjà pensé des fois au stress de ne pas être renouvelé? Forcément. Ces choses-là, ça fait quand même une angoisse. Ah oui, franchement, c'était pas évident les semaines avant l'annonce. On est là parce qu'on sait que c'est un peu notre vie quotidienne qui est en jeu, quoi. Notre confort de vie qu'on a grâce au rugby, grâce au contrat, on peut du jour au lendemain ne plus l'avoir et serrer la ceinture pour payer son loyer, payer son emprunt, et en fait c'est hyper stressant parce que c'est un peu notre confort de vie qui est en jeu, et les semaines avant l'annonce et même l'annonce des renouvellements de contrat, c'était pas évident, et il a fallu gérer les filles aussi dans le groupe qui ont appris qu'elles n'étaient pas renouvelées, donc c'est pas évident à gérer, quoi. Ok. D'ailleurs, tu changes de club après ces premières convocations avec l'équipe de France. Tu pars de Lille à Blagnac. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Est-ce que c'était opportunité professionnelle? Tu as dit que tu travailles aujourd'hui à Blagnac. Est-ce que c'est pour changer d'air simplement? Il y avait plusieurs choses. Il y avait, on était dans une période un peu compliquée à Lille. Il y avait eu beaucoup de départs. On était sur un groupe qui changeait beaucoup. Nouvel entraîneur avec qui ça s'était pas forcément bien passé. Donc, dans cette atmosphère-là et du club, je voulais découvrir autre chose. Et il y avait aussi mon attrait pour l'aéronautique et qui était vraiment important. Et du coup, je voulais aussi découvrir ça à Toulouse. Et Toulouse, terre de rugby, ça m'avait beaucoup attiré. Et le fait aussi que ma dernière année, j'étais à l'heure actuelle en 4e année d'école. Et il fallait que je fasse ma 5e année dans une ville où il y avait mon école. Et l'ICAM, c'était à Paris, Nantes ou Toulouse. Donc en fait, ça a limité aussi le choix de où aller. Et donc en fait, c'était un peu un mix des deux, quoi. Je voulais poursuivre mes études dans l'aéronautique un peu et changer d'air rugbystique avec une nouvelle aventure, et voilà, je suis adhéré à Blagnac et je suis pas parti depuis, quoi. Alors Blagnac, on va en parler justement de tout ça. Après, vous avez quand même une grosse particularité à Blagnac, c'est le club avec le plus de finales perdues en championnat. Ouais. Vu que vous étiez, c'était Saint-Orens Rugby Féminin avant, qui est devenu ensuite Blagnac. Ouais. Est-ce que tu sais combien de finales vous avez perdu entre 1990 et aujourd'hui? Non, moi je compte déjà les 3 où j'étais là depuis 6 ans. 3 sur 6 ans, ça fait déjà pas mal. Donc, mais après, j'ai pas le passif du club, mais vous êtes à 8. Ouais. Tu as fait presque la moitié. C'est terrible. C'est terrible. Non, parce que tu en as connu certaines, puisque tu en as dit les 3 d'affilée. Tu as 2021 face à Romagna 13-8. 2022 face au Stade Toulousain, c'était à Grenoble 16-10 avec l'essai à la fin du match de Zélie Relais où ça explose. Et puis 2023 face au Stade Bordelais, le début de l'hégémonie du Stade Bordelais, 27-23, c'était à Sainte-Germaine de mémoire. Oui, c'est ça. C'est quoi la finale qui toi t'a le plus marqué? La finale à Grenoble, ouais. Contre le Stade Toulousain, où on doit jamais la perdre, quoi. Encore celle de Romagna, c'est fait de jeu, il pleut des trompes d'eau, il y a un ouragan qui s'abat sur le stade au début du match. Vraiment, à chaque fois on a des intempéries qui se disent on va aller sur les finales. Donc ouais, des trompes d'eau qui tombent sur le stade. C'était à Blagnac en plus, assez fou de jouer à Blagnac, et en fait on manque d'expérience, première finale d'Élite 1 qu'on jouait, donc manque d'expérience, mais l'année d'après contre le Stade Toulousain, on domine le match et on le perd, mais franchement, le sentiment après de s'être fait voler le match, quoi. Mais ça arrive, et beaucoup de regrets sur ce match-là, et ça restera au coin de la gorge là pendant je pense toute une carrière. Mais voilà, et l'année d'après contre le Bordeaux, on se fait dominer vraiment fort devant en mêlée et en touche, et je pense qu'on perd le match, mais là encore c'est un beau match de rugby, ça s'est envoyé des deux côtés, et ça a basculé pour Bordeaux, parce qu'elles ont vraiment fait un gros match devant, et voilà, c'était le jeu. Mais non, cette finale contre le Stade, ça restera... Parce que paradoxalement, les autres, c'est serré, c'est 5 points, c'est 4 points.
Celle-là, Et surtout dans la finale du stade où on gagne tout le match et on perd sur la dernière action par un essai, quoi. Il y a aussi ça, il y a aussi cette frustration là, quoi. Vous menez quoi? Vous menez 9 à 8 Ouais, ou... oui, quelque chose bah, comme ça. 19, J'ai même pas. Tu vois, il y avait pas de panneau d'affichage du score. Ça, c'est le genre de finale. Vous étiez à l'Esdiguerre? Ouais, l'Esdiguerre. C'est le genre de. Tu joues dans des stades, une finale d'élite, t'as pas le panneau, t'as pas le temps, t'as pas de panneau de temps et t'as pas de panneau de score. Donc c'est débrouillez-vous. Ouais, si tu as demandé le temps à l'arbitre à chaque fois. Ouais, c'était la galère. C'était la galère. Tu savais pas. Pendant tout le match, t'avais l'impression que les mi-temps avaient duré 45 minutes. T'étais là, tu savais pas le timing. Enfin, c'était pas évident à gérer. Est-ce que tu retiens d'autres choses, toi, de ton entre guillemets séjour, de ta période à Blagnac? Est-ce qu'il y a des matchs qui t'ont marqué, des moments qui t'ont marqué? Bah, je pense la demi-finale. Ma première année, la demi-finale contre le Stade Toulousain, quand on va à notre première finale, c'était la première fois que Blagnac passait en finale d'élite. Et on gagne, pareil, sur une dernière action, on marque un essai contre le Stade. Le match était à Bordeaux aussi. Et ouais, franchement, il y avait une atmosphère géniale, quoi. C'était dingue. Le groupe, il était génial. Il y avait vraiment une même tout au long des années à Blagnac, il y a une ambiance d'équipe énorme. Et en fait, toutes les aventures, ce que les entraîneurs ont réussi à créer dans le groupe, c'était vraiment dingue. On était c'était une vie de famille. Voilà, on passe énormément de temps au rugby. Et je pense que même si maintenant, il y a des éléments des filles qui sont un peu partout en France, je pense que les années qu'on a passées ensemble avec ces 3 finales, même si à la fin, ça s'est pas terminé sur un succès, on a vécu des aventures énormes, je pense. En termes d'infrastructure, aujourd'hui, Blagnac, ça donne quoi de moyens? Blagnac, on a la chance d'avoir quand même des bonnes infrastructures avec un nouveau terrain synthétique là, depuis 2 ans, c'est génial de pouvoir s'entraîner dessus en été comme en hiver. À l'époque, jouer en hiver ici, c'était pas cadeau. Parce qu'en plus, pour vous situer un petit peu, vous êtes juste à côté de la Garonne, quoi. Ouais, c'est ça. Donc dès qu'il pleut, ça monte. Et alors là, c'est la cata. Donc là, ce terrain synthétique, il a vraiment. C'est génial de pouvoir s'entraîner dessus. On a la salle de muscu qui est collée au stade, donc on peut en bénéficier et y aller quand on veut. Donc ça, c'est top. Non, franchement, on bénéficie de bonnes infrastructures. On a un club qui évolue pas forcément, qui est associé à un club qui est pas en top 14, mais Blagnac, historiquement, c'est un grand club de rugby et on a la chance de bénéficier de beaux locaux, quoi. En termes de moyens, vous avez un budget? J'ai aucune idée du budget. Parce que je sais que quand que le club a eu des gros soucis financiers, donc avec le dépôt de bilan. Avec le dépôt de bilan il y a 2 ans maintenant. Donc le côté garçon pro, du coup, c'est assez cessé d'exister. Vous étiez en national, c'est ça? Ils étaient en national 1. Et là, vous avez été rétrogradé en fédéral 1. C'est ça? Ouais, c'est ça. L'année juste avant, ils étaient en National 1 et ils ont joué une demi-finale, il me semble, pour monter contre Auch. Et après, l'année d'après, relégué en Fédéral 1. Donc ça a été compliqué à vivre pour le club. Heureusement, il y a plein de personnes qui se sont mobilisées, des anciens joueurs, des anciennes joueuses, pour reconstruire le club. Et à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup de moyens, mais le club se serre la ceinture pour que le fonctionnement se passe bien, pour qu'on bénéficie quand même de bonnes qualités d'entraînement. Mais c'est compliqué de rivaliser avec des grands clubs qui sont associés à des grandes écuries, parce que à l'heure actuelle, dans le championnat féminin, on commence à avoir des petits salaires ou des petites choses comme ça, ou des petits dédommagements ou des primes de match. Des primes de match, voilà, ce genre de choses. Et voilà, Blagnac a forcément un peu de mal à rivaliser avec les plus gros clubs qui donnent beaucoup d'avantages à ses joueuses, mais c'est pas là le cœur de notre ADN, donc c'est pas forcément ça qui nous retient à Blagnac, mais plutôt le côté famille et ce qu'on crée ici, quoi. Parce que vous avez, de mémoire, vous aviez séparé à l'époque pour que les espoirs et le féminin survivent, c'est ça? Non, l'équipe féminine a toujours été du côté associatif. En fait, au club, il y a l'asso et il y avait le côté pro. Et en fait, c'est juste que les garçons, du coup, sont revenus dans l'asso parce que le côté pro est capote. Mort. et du coup, ils sont tous venus. L'équipe des garçons sont venus dans l'asso et ils ont créé un peu une direction, du coup, avec 2 budgets alloués pour les filles, pour les garçons, pour l'asso. Et pour l'école de rugby aussi. Donc voilà, il a fallu réorganiser tout ça et ils l'ont fait avec brio, parce que là ça fait 2 ans que c'est comme ça et je pense que les comptes ont bien été ressaisis et ça se passe plutôt bien, donc
Ils ont fait un gros travail et au final, on repart dans la bonne direction, donc c'est ça qui compte. Est-ce que tu penses que c'est obligatoire, toi, aujourd'hui, dans l'Elite 1 pour performer, d'être associé à un club de top 14 ? Je pense que pour que le rugby féminin évolue, il faut ça, oui. Nous, je pense qu'on va être le village irrésistible gaulois qui va essayer de survivre à ça, mais forcément, pour que le rugby féminin évolue, il faut que les clubs de top 14 qui ont les équipes féminines dans leur club, en fait, fassent cette bascule que la fédération a fait en mettant les contrats pour les filles, qu'il y ait un ou deux clubs qui se lancent à mettre des contrats pour les féminines, à les employer à 75% ou à plein temps, pour s'entraîner au quotidien et performer les week-ends. Mais forcément, ce sera pas un club comme Blagnac qui lancera la chose, parce que voilà, on se bat avec nos moyens, mais des grosses écuries comme le Stade, comme Bordeaux, comme l'ASM, en fait ça va passer par le Montpellier, c'est des équipes qui sont associées à des clubs garçons qui peuvent mettre les moyens pour les féminines, et si eux ne le font pas, en fait on n'avancera pas. Parce qu'il y a toujours un petit peu dans ce rugby féminin cette espèce de serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que ça attire pas du public parce qu'on dit que le niveau est pas incroyable, mais le niveau est pas incroyable parce qu'il n'y a pas énormément de moyens, et il n'y a pas énormément de moyens parce que les médias en parlent pas, du coup ça attire pas les spectateurs, c'est toujours un petit peu la même chose. Et la Fédé, elle, a fait le choix de commencer à faire les contrats et ensuite d'avoir plus de public, on monte en gamme dans les stades que vous faites. Est-ce que en Elite 1, est-ce que tu penses qu'il y a une solution miracle un petit peu à ça ? Parce que quand on regarde le Stade Toulousain, j'y étais encore il y a 2 semaines face à Blagnac, face à vous, c'était pas plein non plus, Ernest Vallon. Ouais, c'était pas. Il n'y a pas énormément de publicité sur le rugby féminin. Ça se limite souvent à des posts Instagram. Non, ouais, c'est sûr. Canal, c'est une lueur dans la pénombre, le fait qu'ils diffusent certains matchs d'Elite 1. Donc ça, déjà, c'est merci, quoi. On fait un peu de visualisation. Et non, ouais, c'est sûr que pour moi, ça passera par quelqu'un qui va prendre le virage à 90 degrés, qui va se lancer, qui va investir, soit un gros investisseur, soit un club qui va miser et parier sur nous, quoi. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, personne ne le fait. Et c'est par bribes, un petit peu, mais si on continue à ce rythme-là, dans 20 ans, on sera toujours là où on en est. Et c'est ce que je dis. Moi, je pense que je connaîtrais pas la professionnalisation des clubs, mais je suis pas sûr que les jeunes avec qui je joue le connaîtront aussi, quoi. En fait, t'espères un petit peu une espèce de Jean-Michel Aulas. Mais oui, Jean-Michel Aulas d'un Qatari qui arrive et qui décide. Mais c'est pauvre à dire, mais c'est un peu triste, en fait. C'est un peu triste, oui, ça, de dire ça. Mais à l'heure actuelle, c'est un peu. Pour moi, c'est la seule lueur que je vois pour qu'il y ait des contrats dans les clubs, pour qu'il y ait ces choses-là, quoi. Pour qu'il y ait du monde dans les stades, la médiatisation, toutes ces choses-là. Ouais. On va parler du 15 de France maintenant. Parce que autant j'aimerais beaucoup parler d'Elite 1, mais malheureusement je ne peux pas voir les matchs, donc je ne peux pas trop t'interroger sur ça. Non, on y reviendra à la fin, on y reparlera un petit peu, notamment cette saison que fait Blagnac. On en vient du coup aux dernières années du 15 de France, on va parler du post-Covid à aujourd'hui. Depuis le Covid-19, vous avez donc eu la Coupe du Monde 2022 en Nouvelle-Zélande, qui est repoussée du coup en 2022. Juste avant la compétition, vous faites une saison qui est plutôt intéressante, parce qu'à l'automne 2021, vous avez une victoire facile face à l'Afrique du Sud, 40-3. Ouais. Vous avez double confrontation face aux Black Ferns, que vous remportez, 38-13 et 29-7. C'était à Castres et Pau de mémoire. Est-ce que tu te souviens, toi, de cette tournée d'automne ? Ouais, moi je m'en souviens, c'était dingue. Déjà, accueillir les Blacks en France, c'est forcément une atmosphère spéciale. On a très vite su que les gens allaient venir dans le stade. Forcément, c'est des affiches qui parlent aux gens aux personnes qui aiment le rugby. Et pouvoir les jouer, elles avaient joué en Angleterre quelques semaines avant. Et pouvoir les jouer ici en France, c'était génial. Moi, c'était pas la première fois que je les jouais, mais c'était dingue. Et en plus, on a plutôt bien joué, bien maîtrisé nos matchs. On a fait 2 belles victoires contre la Nouvelle-Zélande. C'était assez... même s'il faut remettre les choses dans son contexte, la Nouvelle-Zélande n'était pas au max de sa forme. Il venait d'avoir une crise un peu dans le rugby néo-zélandais. C'était un peu compliqué. Elle venait de prendre 2 fois 60 points contre les Anglaises, il me semble. Et elles arrivent en France, voilà. Mais
sur le papier, ça restera toujours la Nouvelle-Zélande. Et au final, les battre 2 fois en France, c'était dingue. Le public à Pau et à Castres, 2 stades magiques où les personnes, ils connaissent le rugby, ils adorent le rugby. On sentait vraiment le stade pousser derrière nous et c'était dingue. Parce que c'était les plus grosses affluences que tu avais fait jusque-là Parce qu'il y avait eu Grenoble en 2018, mais tu l'avais pas fait, de mémoire, qui était une grosse... Oui, je pense que ça devait être les plus gros stades que j'ai fait au début. Ouais. Parce qu'après, vous avez le 6 Nations, du coup, après cette tournée d'automne. 4 victoires. Vous battez l'Italie, vous battez facilement l'Irlande, vous allez gagner en Écosse, vous allez gagner au Pays de Galles. Mais le dernier match, c'est face à l'Angleterre. Et donc c'est à Jean Daugé à Bayonne. De mémoire, le stade était quand même pas mal plein. Ouais, là aussi c'était génial de jouer à Bayonne. C'était l'ancien Jean Daugé, aujourd'hui il est un peu plus grand. Il y a un peu plus de tribunes, ouais. Et ça se termine par une nouvelle défaite, 24-12. Une défaite ultra frustrante quand même de mémoire. Ouais. C'était assez dur. Et les Anglaises, elles font pas grand-chose. Mais nous non plus. Mais elles vous dominent devant juste et ça suffit, quoi. Ouais, on était un peu comme... Avant, on était très coincés quand on les jouait, quoi. On n'arrivait pas à jouer notre jeu, à être... Nous, ce qu'on aime, c'est jouer au ballon, c'est faire des offloads, c'est jouer un peu dans le désordre. On n'est pas aussi structuré que les Anglaises. Et notre force, souvent, c'est jouer quand c'est un peu le bazar sur le terrain. C'est des récupérations de ballon, c'est des turnovers, c'est ce genre de choses qui fait un peu notre force en équipe de France. Et c'est vrai qu'on est à cette époque-là, on était très coincés quand on les jouait et on s'est fait dominer. On a fait on démarre bien le match par un essai, Romane elle marque entre les poteaux. Enfin, on est hyper bien lancé, mais après petit à petit on se fait bouffer. Et ce match, il m'a pas forcément marqué parce qu'on est loin au score au final. Ouais, à la fin. Le 24-12, t'as l'impression que t'es proche, mais au final. Ouais, mais au final t'es loin. Tu peux pas renverser le match sur une marque, donc. Donc beaucoup de frustration et on en a depuis encore plus parce que au final on a fait des matchs contre les Anglaises où là on jouait plus, on osait plus, on était plus dans le on a tendance à se faire bouffer en première mi-temps et en deuxième mi-temps à se jouer libéré parce qu'on est plus coincé, on est plus stressé. C'est mental ça? Je sais pas. Parce qu'on a l'impression vraiment que des fois vous dites. Je pense que c'est une action des deux. En gros, je pense que les Anglaises rentrent beaucoup mieux dans le match que nous. Donc au final, on se prend rapidement la marée. Après, donc les deux, enfin sauf la Coupe du Monde là récemment, mais il y a souvent un gros score à la mi-temps. Et bizarrement, en deuxième mi-temps, je pense qu'elles relâchent un peu, elles font tourner, et voilà, elles relâchent. Et nous, c'est souvent là où on explose, on profite de ce relâchement et on marque plein d'essais contre elles. Et c'est hyper frustrant parce qu'au final, on arrive à scorer beaucoup d'essais. Mais à chaque fois, on n'est pas dans le timing du match, quoi. Parce que dans l'œil extérieur, j'ai toujours l'impression qu'à chaque fois vous dites oh, merde, c'est les Anglaises. En première mi-temps, vous faites bouffer. Et puis en deuxième mi-temps, je pense qu'on n'en est plus là. On n'en est plus à c'est les Anglaises. À l'époque, ça l'était un peu. Peut-être que oui, je pense Bayonne, Bayonne, ouais, mais on a l'impression que c'est vraiment en deuxième mi-temps, on fait bon. Vas-y, on n'a qu'à jouer. Et quand vous jouez, ça fonctionne. On a l'impression que c'est un peu ça. Ouais, je pense que aussi le score fait que souvent on est à 2-3 marques d'écart, donc. À un moment, t'as plus rien à perdre, il faut tout jouer quoi, pour essayer de remonter. Mais c'est vrai qu'on a tendance à mal commencer ces matchs contre les Anglaises. Et étonnamment, le match de la Coupe du Monde où on rentre bien dans le match, on devrait marquer plus. Il y a 7-5 à la mi-temps. Et pourtant, on a eu deux ou trois occasions de marquer en plus. Et voilà, on lâche après sur la suite du match. Mais chaque fois, ces matchs-là, ils sont hyper frustrants. Tu te doutes qu'on va bien évidemment débriefer cette Coupe du Monde 2025, donc on va y revenir. Juste, on va venir sur cette Coupe du Monde 2022, parce que cette défaite face à l'Angleterre à Bayonne, elle précipite aussi le remplacement d'Annick Hérault. Elle reste dans le staff, mais c'est pas vraiment un poste... Ouais, ça a été l'hécatombe suite à ce match. Parce que Annick Hérault reste dans le staff, mais elle est plus sélectionneur. C'est Thomas Darac qui est nommé sélectionneur à seulement quelques mois de la Coupe du Monde. Et à ce moment-là, de ton œil à toi, de quel œil tu vois ce remplacement et de quel œil voit le groupe? C'est pas trop français, mais tu vois ce que je veux dire. Nous, on construisait des choses depuis 3-4 ans avec Samuel Chérouk et Stéphane Aymar. Et ça se passait plutôt bien. Ils étaient là depuis très longtemps. Et c'est vrai que nous, on a un peu le ciel qui nous est tombé dessus, quoi, parce qu'on
on se voyait avec eux à la Coupe du Monde. Et au final, on apprend 3 mois avant la Coupe du Monde que ils sont remplacés par celui qui était adjoint terrain, enfin qui était entraîneur de skills même pas un an avant. Enfin, c'était un peu du grand. Parce que Thomas Drag vient de rentrer dans le staff à ce moment-là. Oui, il vient de rentrer et avant il s'occupait souvent quand on partait en déplacement. Pendant les matchs destination, il restait avec les filles pas sélectionnées à Marcoussis pour faire des jeux, des skills, du physique, voilà. Et en gros, il est passé de ça à être notre sélectionneur et à nommer du coup 2 entraîneurs avec lui à 1 mois de la Coupe du Monde, quoi. Donc c'était assez nous on est ça nous est un peu tombé dessus, quoi. On a eu l'impression que c'était le scénario répétita de la Coupe du Monde encore d'avant où du coup ils ont fait un changement de staff à 2 mois de la Coupe du Monde aussi. Donc on a l'impression qu'à chaque fois ils se rendent compte un peu au dernier moment que ça tient pas, ça fonctionne pas, on n'arrive pas à battre les meilleurs, on change juste avant la Coupe du Monde, quoi. Ce qui est très intelligent à faire. Parfois tu vois, il y a les NZ, elles ont fait ça suite à du coup les NZ suite à la double défaite contre nous l'année de la Coupe du Monde, elles ont mis je sais pas son nom, mais une Wayne pointe Smith. Wayne Smith, qui est, pour ceux qui savent, très grande légende, un des assistants des All Blacks 2011-2015, plutôt des grandes nations. Voilà, et ils l'ont mis sélectionneur de la Nouvelle-Zélande pour redresser l'équipe juste avant la Coupe du Monde. Bon, elles ont été championnes du monde. Donc voilà, mais du coup, cette méthode peut fonctionner, mais bon, là, c'est avéré que nous, ça n'a pas fonctionné, quoi. Mais... Wayne Smith, pour vous resituer quand même, c'est une légende du rugby. C'est énorme. Enfin, je me souviens de Simon Valzer du Middle qui avait fait un papier avec lui pour le présenter. Il est exceptionnel. Mais en tout cas, il avait une histoire super intéressante. Je ne sais pas si je vous mettrai pas en lien l'article où il avait expliqué qu'il avait l'habitude de coacher des garçons et que du coup, quand il avait commencé à coacher des filles, il avait un petit peu tout réappris. Et il avait dit un truc qui était vachement intéressant. Une phrase, c'était les garçons, pour qu'ils soient bien dans leur peau, il faut qu'ils jouent bien sur le terrain. Là où les femmes, pour qu'elles jouent bien sur le terrain, il faut qu'elles aillent bien dans leur peau. C'était un inversement, et lui, il avait un petit peu réinventé sa manière de coacher. Et quand on voit où ça l'a mené, bon, c'était pas mal. On va y venir justement. Parce qu'après, vous avez les 2 matchs face à l'Italie en préparation, un à Nice et un chaotique, à Parme, ou je sais plus on où. perd en Italie et on gagne de façon un peu pas terrible à Nice aussi, quoi. Donc c'était Stade des Arboras. Pas la meilleure façon d'aborder une Coupe du Monde. Donc voilà, ça a été une aventure. Le groupe s'entendait hyper bien, ça s'est hyper bien passé. Enfin, nous, franchement, on avait des Céline Ferrer, des Safi Ndiaye, des Marjorie Mayence, des Laure Sensus et des Pauline Bourdon qui menaient ça crée il y avait un peu de jeunes aussi avec des Manaï, c'était sa première Coupe du Monde aussi. Donc moi, c'était ma première Coupe du Monde aussi. Et ça faisait une belle osmose entre les anciennes et les jeunes. Et dans le groupe, ça, c'est comme d'habitude, ça se passe toujours assez hyper bien. Et ça nous a soudés fort pour essayer d'aller jusqu'au bout de cette Coupe du Monde, quoi. Justement, du coup, vous partez après l'Italie, en Nouvelle-Zélande. Pour l'anecdote, je vous accueille à l'aéroport d'Auckland. Je me souviens exactement avec ma petite caméra, puisque j'y étais aussi pour RMC. Marquant d'ailleurs, hein, cette entrée à l'aéroport, vous étiez toutes déconfites. 30 heures de vol. 30 heures de vol en classe éco. C'était génial. Après, vous commencez la Coupe du Monde, vous mettez là, du coup, c'était basé à Auckland et à Whangarei, 2 villes qui sont assez proches en Nouvelle-Zélande. C'est un peu comme si on disait Toulouse et Montpellier dans le sud-ouest. C'est 2 heures de route, ça va. Dans quel état d'esprit, du coup, vous rentrez dans cette Coupe du Monde? Tu parles de l'allant qu'il y a avec les leaders du groupe. Est-ce qu'il y avait déjà un petit peu des tensions entre le staff et les joueuses avant l'Afrique du Sud, qui était votre match d'ouverture, ou est-ce que c'est venu après? Non, dès l'arrivée du sélectionneur, ça a été compliqué, quoi. Et toute la prépa, ça a été un peu compliqué. Et la Coupe du Monde a pas amélioré la chose, mais il fallait faire avec. Voilà, nous, notre objectif, c'était d'être performante sur le terrain et de ramener quelque chose. Et il y a des leaders dans l'équipe qui se sont battus pour nous, parce que moi, à l'époque, j'étais quand même...
je faisais pas trop partie des leaders, mais il y a des filles qui se sont battues pour le groupe pour que ça se passe bien. Et heureusement qu'elles étaient là, mais je pense qu'elles y ont laissé aussi des plumes dans ces combats hors terrain, alors qu'on est là pour jouer au rugby et se concentrer. Mais du coup, ça a été un peu compliqué tout au long de la compétition, mais on a pu rester soudés entre nous et se battre pour un seul objectif, c'est être championne du monde. Et franchement, en regardant la compétition et ce qu'on a fait par rapport à comment ça pouvait se passer hors terrain, ça montre la force de caractère de cette équipe, quoi. Parce qu'après, tu as parlé du parcours. Votre parcours, c'est vous commencez par une large victoire face à l'Afrique du Sud à l'Eden Park. 40-5, c'était les 3 matchs d'affilée avec Angleterre, Fidji et Nouvelle-Zélande, Australie. Très grande journée de rugby quand même. Je me souviens, pour l'anecdote, j'étais arrivé à 10h au stade. Je suis reparti à 22h. J'avais passé ma journée à Eden Park, c'était devenu ma deuxième maison pendant une journée, c'était génial. Vous perdez de très peu face à l'Angleterre en poule, avec un très bel essai de Gaël Hermé, mais 13-8. 13-7. 13-7. Après, vous gagnez largement enfin contre les Fidji en poule 44-0. Et puis là, vous tombez, comme par hasard, en quart de finale face à l'Italie, contre qui vous aviez un peu galéré avant le début de la Coupe du Monde. Ouais. Vous l'aviez abordé comment, ce match ? Mais personnellement, moi je sais que j'avais un peu de stress parce que c'était le premier match coup près. Donc si tu perdais, t'étais éliminé. Moi, ça m'avait un peu... J'avais eu pas mal de stress avant ce match. Après, je pense qu'on l'a abordé sans se mettre trop la pression non plus. J'ai pas le souvenir qu'on ait été beaucoup... d'avoir un poids sur soi parce que c'était un quart de finale. Je pense que celles qui avaient déjà vécu des Coupes du Monde ont réussi à nous amener et à rester vraiment concentrés sur le rugby et sur ce qu'on allait faire sur le terrain. Et le match, ça a mis un peu de temps à se décanter, mais au final, je pense que les remplaçantes ont fait une super rentrée. Ça a vraiment, on a fini par faire un gros score à la fin, quoi. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle à la fin un gros soulagement d'avoir passé ce quart de finale et d'être là où on voulait être, une demi-finale contre les Blacks à la Coupe du Monde, quoi. Ouais, parce qu'après vous dites, bon, au final, on a très bonne chance d'avoir au moins une médaille, quoi, quand vous passez ce quart de finale contre l'Italie, ou c'est pas du tout c'est pas... Franchement, la médaille... La médaille, ça n'a pas forcément... À ce moment-là, tu te dis que la médaille, ça n'a pas d'importance. Enfin, tu vises la coupe et tu te dis, bah voilà, une étape de plus sur le chemin pour aller jusqu'à cette finale. Et vraiment, se dire vraiment là où on voulait être quand on s'est imaginé 3 ans auparavant. On savait qu'on croiserait avec la Nouvelle-Zélande et c'était vraiment dans nos têtes l'objectif de battre la Nouvelle-Zélande à l'Eden Park en demi-finale, quoi. C'était vraiment dans nos têtes, c'était ça. Bon, cette demi-finale face à la Nouvelle-Zélande, à l'Eden Park, le stade est quand même bien rempli, de mémoire c'était 30 000 personnes à peu près. Celle-là, elle est aussi avec la demi-finale perdue de Blagnac-Toulouse. Elle est là, un peu. Alors, comment aborder ce match ? Pour vous dire, bon, on va commencer par la fin, vous perdez 25-24. Ouais. Mais c'est un beau match. Vous tenez les Néo-Zélandaises. Franchement, c'est un des plus beaux matchs de ma carrière que j'ai joué. Parce que franchement, jouer la Nouvelle-Zélande à l'Eden Park et faire un match où on a... Je suis sorti de là, j'étais lessivé, quoi. J'ai tout donné. Bon, j'étais en pleurs aussi, ça c'est autre chose. Mais j'avais tout donné et c'est les matchs de rugby qu'on aime jouer, quoi. Il y a du jeu de partout, ça envoyait dans tous les sens. Les Néo-Zélandaises, elles jouaient tout parce qu'elles, c'était leur jeu. Elles allaient jamais faire pénal touche, ballon porté. Elles, c'était on joue vite, on va chercher les espaces, on fait des off-floats tout le temps. Et c'était... Mais en fait, et nous, on est un peu comme ça aussi. Donc, c'était 2 équipes avec du beau jeu qui s'affrontaient. Et donc, c'était vraiment plaisant à jouer. Et j'imagine plaisant à regarder pour les gens qui regardaient le rugby féminin, quoi. C'était très plaisant. C'est dommage qu'en France, la Coupe du Monde ait été à 7h du matin. Ouais. 7h du coup, le match était à 7h du matin en France. Il y a quand même l'action du match, à savoir cette pénalité manquée de Caroline Drouin à la 79e. Ouais, bah au final... Au final, vous passez à... On passe à ça. À ça, quoi. C'est le jeu. C'est le jeu. Et puis, on parle de carreau, mais genre l'action juste avant où il y a la pénalité de carreau, on est à ça de marquer, quoi. Oui, on est à ça de marquer, on transperce, on se fait des passes au contact et tout, et on est à 10 mètres de leur en but, et on fait un en avant ou je sais plus quoi, mais il y a tout un fil du match où il y avait des grosses opportunités, quoi. Et à partir du coup de sifflet final,
comment vous gérez un petit peu l'abattement? Bah on va vite vers nos proches. Je pense qu'on était toutes déconfites vraiment. Parce que vous aviez quand même beaucoup de proches qui On étaient en avait Nouvelle-Zélande. toutes nos familles qui étaient là. La fédération avait mis en place un système où il y avait une personne par famille qui pouvait venir. On avait fait en sorte qui payait le voyage et l'hôtel à une personne par famille. Et on avait fait en sorte que ça tombe pour la demi-finale à l'avance. Et du coup, à ce moment-là, il y avait le maximum de potentiel de nos familles. Donc, moi, j'avais ma mère qui était là et mon frère était en voyage avec sa copine dans Nouvelle-Zélande. Il avait profité de l'événement. Et en fait, juste aller vers eux à la fin du match et se sentir entouré, c'était tout ce dont on avait besoin parce que c'était très très difficile à vivre. Très très difficile. Franchement, tu te dis, t'es passé un claquement de doigts d'une finale de Coupe du Monde. En Nouvelle-Zélande. Du rugby face à Et l'Angleterre. là, ouais, c'était assez terrible. Assez terrible. Mais encore une fois, ce match, on a tout donné. On est vraiment sorti de là la tête haute, quoi. Et on n'était pas là. On a fait un non-match. On a vraiment tout donné pendant ce match. Et toutes les filles se sont données à 110%. Et voilà, la pièce, elle n'est pas tombée de notre côté. Mais je pense avec du recul, on est toutes fiers de la performance qu'on a fait et on a basculé la semaine d'après. Comme je disais tout à l'heure, c'était pas la médaille, la médaille on s'en foutait, mais la semaine d'après de la Nouvelle-Zélande, la médaille on s'en foutait plus parce que il fallait terminer cette aventure sur une bonne note et du coup ce dernier match contre le Canada, on a lâché prise. C'était le au revoir de plein cadre de l'équipe. Safi, Céline, Marjo, c'était leur dernière cape en équipe de France. Et donc ça a été beaucoup tourné vers elle du coup pour ce dernier match, notre dernière aventure avec elle aussi, des filles qui ont marqué le rugby féminin. Et du coup, ouais, on est allé chercher cette médaille qui au final, on était très fiers de l'avoir autour du cou à la fin du match, quoi. Pour revenir juste, tu as passé un peu les étapes, mais je voulais revenir un peu sur l'abattement. On sait que pour Caroline, ça peut être un peu dur. Ouais, c'est... Il me semble qu'elle est partie direct au vestiaire à la fin du match et voilà, après j'espère qu'on a donné, enfin on a été là pour elle. Je pense que toute l'équipe était dans le même état d'esprit que c'est pas Caro qui nous fait perdre le match et c'est le match entier et c'est pas une pénalité à la fin et la responsabilité de buter, je l'aurais pas prise moi non plus. Donc, moi, je l'aurais pas prise et je serais pas allé. Le ballon, je pense qu'il aurait fait un rétro-pédalage, il aurait terminé dans notre but. Mais voilà, donc on a essayé d'être vraiment là pour elle et en tout cas, c'est une masterclass du rugby féminin et elle est repartie sur le terrain le week-end d'après. On est allé chercher cette 3e place ensemble et voilà, c'est le plus important de terminer sur une bonne note. Il y a cette médaille de bronze donc, qui est importante. Mais moi, ce que je veux te parler, c'est pour moi le plus beau match de rugby féminin que j'ai jamais vu de ma vie. Vous avez dû le regarder aussi, vous étiez au stade. La finale. Ouais. Quel match. Ouais. Devant un Eden Park plein. Un AK des Black Ferns au début du match qui fait frissonner le stade entier. Non, ouais, c'était une merveilleuse image du rugby féminin. Tous les gens qui ont vu cette finale ont dit que c'était dingue. Ça marque dans tous les sens. Il y avait des actions de dingue. Il y avait un essai, ça repartait un autre essai de l'autre côté. Et c'était assez fou quoi, comme match. Ce carton rouge qui vient changer le cours du match, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ce carton rouge, je pense que le score il aurait peut-être pas été le même. Après, les Néo-Zélandaises perdent quand même Portia Woodman qui était sacrément en forme à l'époque. Oui, c'est vrai. Mais jouer à 14 pendant, je pense, je sais pas à la combienième il est arrivé ce carton. Je crois que c'était à la 30e ou dans ces eaux-là. Donc ça change quand même le cours d'un match. Et non, elles ont fait une remontada assez impressionnante parce qu'en plus elles se prennent des essais coup sur coup au début du match et elles arrivent à revenir à font une équipe de France en fait. Ouais, c'est ça. Face à l'Angleterre. Mais elles arrivent à se réveiller un peu plus tôt que la mi-temps. Tu te souviens de cette dernière touche aussi ? Ouais, cette dernière touche. Pour resituer, la Nouvelle-Zélande mène, mais pénalité pour l'Angleterre dans les 22, elles vont en touche. Et on sait que les Anglaises, leur force, c'est les ballons portés. Donc en fait, au Kane, moment où il la touche, tu te dis, t'as 75% de chance qu'elle marque, quoi. Parce que tu sais très bien qu'une touche dans les 5 mètres contre les Anglaises, c'est ballon porté. Et elles sont tellement performantes dans ce domaine que voilà, tu sais que tu te dis, ça va marquer. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que les NZ, du coup,
on dit qui tout double, on saute. Elles ont sauté, alors au lieu de défendre le ballon porté, elles ont décidé de sauter. Donc c'est prendre un risque parce que tu te dis t'es à moins pour pousser après sur le ballon porté. 3 joueuses en moins ou 2. Ouais, c'est ça. Et elles ont pris le risque, et risque payant, quoi, parce que elles ont réussi à choper ce ballon en touche. Mais... Mayaka Wanakaolani Rousse, pour le nom. Ouais. Je l'avais appris par cœur juste parce qu'elle avait sauté et que ça avait été du bout des doigts, elle le fait en plus. Ah ouais, et puis le stade. Explosion de joie dans le stade. Je m'entendais plus penser. La tribune presse, tu sais, t'avais les vitres à l'Eden Park qui tremblaient. Ouais. C'était... c'était les journalistes néo-zélandais qui sautaient, sont montés sur les tables. Voilà, on dit ce qui s'est passé parce qu'il y a prescription maintenant, mais franchement, si vous pouvez aller le regarder, je crois qu'il est sur YouTube. C'est un des plus beaux matchs de rugby. Magique. Même comme cette année, je dirais la demi-finale NZ Canada, qui est, je pense, aussi un des plus beaux matchs de la Coupe du Monde de cette année qui a eu lieu. Ces 2 matchs, franchement, c'est impressionnant, quoi. Mais je crois que ça fait partie même des 3 plus... Moi, j'ai 3 plus beaux matchs références, entre guillemets, les plus beaux que j'ai jamais vus. C'est cette finale-là, top 2, je pense, même peut-être le premier. Le Nouvelle-Zélande, Irlande de la dernière Coupe du Monde. Et l'Angleterre-Nouvelle-Zélande de 2019, qui sont, pour moi, les 3 plus beaux matchs que j'ai jamais vus. Toi, les tiens? Du coup, il y a y a la demi-finale. Nouvelle-Zélande-Canada. Nouvelle-Zélande-Canada. La finale, du coup, Nouvelle-Zélande-Angleterre. Je réfléchis parce que côté garçon, mes souvenirs ils sont pas forcément très bons. J'ai bien aimé la finale de top 14 de l'année dernière qui se joue en prolongation. C'était aussi les matchs comme ça qui durent, où tu sais que c'est des finales et que tu vas à l'épuisement des joueurs, où tu te dis à la 80e, eh ben non, il y a prolongation. Et après, tu te dis, il y a potentiellement tir au but ou quoi dans la tête d'un joueur. Je pense que. Et puis tu sais que chaque action geste compte, que tu chaque fais. Geste compte. Là, c'est des matchs qui poussent la performance au bout du bout, qui poussent l'exigence du joueur, qui à la 110e doit pas faire la faute. Assez impressionnant. Maxime Lucu qui rentre la pénalité. Qui rentre la pénalité pour aller en prolongation. Thomas Ramos qui cale les 2 derrière. On parlait de Caroline Drouin tout à l'heure, c'est un peu l'épée à double tranchant du buteur. Ça peut être le héros du stade, le héros d'une ville, le héros peut-être d'un pays aussi. Et ça peut être ça peut être l'horreur derrière. Quoi. Oui. Après, évidemment, il y a les coéquipiers qui soutiennent, etc. Mais... Il y en avait un aussi, c'était pas un joueur du Stade français. En demi-finale, il y a Joris Second qui loupe bord de le touche, pénalité. il devait être à 40 mètres. Aussi ce match-là. Mais ça fait frôle, partie des trucs que ça peut te miner en tant que joueur, et je pense qu'il faut être bien entouré. Il faut juste que les coéquipiers soient présents aussi, parce que c'est un sport d'équipe. C'est un peu comme un deuil aussi. Tu vois, c'est un deuil d'une performance, d'un geste qui n'a pas été... C'est ça, et à la fois, c'est comme je dis, c'est une pénalité en fin de match, t'as 80 minutes sous les pattes. T'as les muscles qui sont tétanisés. C'est ça, t'as la foule qui te... Après, je pense que quand t'es dans ton monde et dans ta routine, tu t'entends beaucoup moins le public. Mais c'est des gestes hyper difficiles à faire, quoi. Ouais, c'est impressionnant. On finit ce chapitre sur cette Coupe du Monde. Donc Darak quitte ses fonctions après la Coupe du Monde. C'est le duo du coup de ses assistants qui étaient Gaël Mignot et David Ortiz qui prennent le relais. Vous avez ensuite le 6 Nations, donc une nouvelle fois vous faites carton plein avant l'Angleterre et à nouveau, malheureusement vous perdez. C'était à Twickenham par contre. Première fois je crois de mémoire. Oui. Et c'est similaire. Oui. Première fois avec autant de monde. On avait déjà joué à Twickenham pendant le Covid. 30 000 de mémoire cette fois-ci. Non, c'était 56 000. C'était le 56 000. C'était le 56 000 après la Coupe du Monde. En fait, les Anglais, hyper intelligents, ils avaient ouvert la billetterie du stade un an à l'avance après la Coupe du Monde. Donc, ils savaient que la Coupe du Monde allait avoir un certain retentissement et ils voulaient faire le buzz au niveau du public et tout. Et ils avaient ouvert la billetterie de ce match et fait de la communication sur ce match France-Angleterre vraiment beaucoup de temps avant. Et au final, 56 000. On avait battu le record de la finale de la Coupe du Monde qui était de 42 000, je crois. Et donc, record du rugby féminin mondial, quoi. Donc ils avaient vraiment surfé sur cette Coupe du Monde et c'était un énorme événement et on n'avait jamais joué devant autant de personnes, quoi. C'était pour l'expérience, on va parler du match après, mais c'était comment pour vous qui avez pour le rugby féminin, on n'est pas habitué à ces grandes foules, on n'est pas habitué à avoir ce brouhaha qui te tape sur les oreilles où tu peux pas entendre ta coéquipière à 10 mètres. Comment est-ce que vous l'avez appréhendé? Je pense, on l'a pas appréhendé d'une façon spéciale. Juste, c'est sympa d'aller la veille pour déjà se rendre compte de la mesure du stade.
Il y a plein de filles, c'était la première fois qu'elles allaient à Twickenham. Est-ce que vous avez fait le Captain Run? Ouais, le Captain Run, on le fait la veille du match, on s'entraîne au stade. Et du coup, déjà se rendre compte de l'envergure du stade, ça c'est pas mal pour se préparer. Mais c'est vrai que quand t'es dans ton match, vraiment, tu fais abstraction de tout. Enfin, t'es tellement concentré dans tes gestes, dans ce qui se passe, dans l'action, que la foule, tu l'entends que sur les temps morts, les mêlées. Bon, nous, les trois quarts, on est un peu on a plus l'occasion de les entendre parce qu'on attend que la mêlée se fasse, que la touche se fasse ou ces choses-là. Mais du coup, ouais, on prend pas forcément en compte quand le match se passe de ce qui se passe. C'est plutôt dans les temps morts, avant le match, la rentrée dans le stade, feu d'artifice. Là, ça, je me rappellerai toute ma vie. Tu rentres à 56 000 personnes qui crient, les feux d'artifice qui pètent. C'était le début des feux d'artifice dans les stades un peu. Donc maintenant, c'est un peu plus monnaie courante, mais c'était dingue. Ça a monté tout l'anneau du stade de Twickenham, les feux d'artifice au-dessus. Et là, on rentre dans le stade, mais là, frisson partout. Même j'ai frisson rien qu'à me rappeler de l'événement. Mais c'était la folie. Et du coup, ouais, après, quand le match se passe, on se rend pas compte de la foule et c'est pas. Mais avant, après et aux quelques temps morts, c'est dingue. C'est dingue. Et je pense, ouais, jamais j'aurais imaginé vivre ça dans ma vie, quoi. Tu te dis, wow, c'est fou. Ça reste, tu te dis, c'est quand même un sacré pas pour le rugby féminin. Ouais, forcément, tu te dis, c'est franchement, moi je me dis, j'ai commencé à regarder le rugby en 2014 à la télé, la Coupe du Monde en France. Il y avait des gens sur les pelouses à Marcoussis qui regardaient le match, quoi. Et pour contextualiser. Bon, je dis ça, en Nouvelle-Zélande, il y avait aussi des gens sur les pelouses, mais le stade était un petit peu plus grand, le match de poule. Mais les matchs, la finale, c'était à Jean-Bouin. Mais tu te dis, maintenant, là, ça prend une ampleur. Les supporters anglais et les supporters français arrivent à répondre vraiment hyper. Et à pousser le rugby féminin. En équipe nationale, en club c'est autre chose, mais en équipe nationale, on fait des stades remplis. Chabandelmas, il y a 2 ans, 28 000 personnes. C'était record en France. Cette année, j'espère qu'on va battre le nouveau record en France au Matmut Stadium de Bordeaux, à 40 000 personnes. C'est quoi, c'est fin avril, fin mai? Fin mai contre les Anglaises. Donc, prenez vos places. Ouais, prenez vos places. Parce que venez marquer l'histoire du rugby féminin, juste ça. Et parce qu'on a besoin de tout le monde, et c'est des matchs hyper plaisants à regarder, quoi. Après, sportivement, on va parler de ce match-là. 2023, c'est encore un petit peu le même scénario dont on avait parlé tout à l'heure. Vous loupez la première mi-temps, vous réussissez la deuxième, mais vous mourrez à, je sais plus qu'est-ce que c'était le score, mais vous mourrez à 7 ou 8 points de mémoire, juste ce qu'il faut, pas. On remarque et en fait on marque et on se dit il y a potentiellement un coup d'envoi et en fait le chrono est dépassé, même si on tape vite la transformation. Est-ce qu'il y a une technique aussi de refuser la transformation? Ouais, mais je crois qu'à ce moment-là, à ce match-là, j'étais capitaine à la fin et j'étais allé voir l'arbitre pour lui demander. Elle m'avait dit non, c'est fini. Et ouais, frustrant de tomber alors que on marque essai coup sur coup en deuxième mi-temps, quoi. Ah, vous les enchaîniez. Ouais. C'était la même chose d'ailleurs en 2025. On va reparler de Bordeaux 2024 évidemment. Ouais. Mais Bordeaux 2025, c'est la même chose. Angleterre 2025, c'est la même chose. Encore plus de personnes aussi. On prend encore. Non, moins. Il y avait moins de 56 000. Ouais. Il y avait moins de 56 000. Mais il y avait même scénario. On se prend des essais en première mi-temps, il me semble. Je crois que vous rentrez à la mi-temps, il y a genre 30-7 ou un truc comme ça, ou 30-3. Et après, on marque coup sur coup en deuxième mi-temps. Et cette fois, on a la balle de la balle de. Pas de la gagne, mais on a ce coup d'envoi qu'on avait espéré 2 ans avant. On est à 1 point ou 2, je crois, et 43-41, je crois, quelque chose comme ça. Et là, on a ce coup d'envoi, et en fait, la jeunesse, le truc, on est tétanisé, quoi. Et sur le coup d'envoi, on fait en avant, quoi. Donc c'est dommage. C'est dommage. Et sur ce match-là, 2025, on retiendra surtout la réaction où vraiment, là, on vous a senti pour la première fois, putain, elles peuvent le faire. Ouais. Et les essais de Johanna et Kelly, où tu te dis, mais d'où ils sortent? Ouais, carrément. Des exploits personnels de dingue. Qui vous relancent, enfin, pas qui vous relancent, mais qui vous ramenent dans les espoirs de on peut le faire. Ce match-là, je trouve que si le 2023 est plus marquant au niveau du public, celui-là, niveau sportif, carrément. Vous avez quand même bien rassuré pour moi. Après, vous avez quand même un peu la même chose à domicile à chaque fois quand vous jouez contre l'Angleterre, 2022 à Bayonne, 2024 à Bordeaux. Alors je vais te lire la question parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est des matchs où vous avez du mal à rivaliser dans le combat et être efficace.
Je les ai regardés en interview, donc je crois que j'ai à peu près sûr. Est-ce que tu penses que le 15 de France a eu, ou aura, je sais pas trop comment on peut conjuguer le verbe, à quel temps, mais est-ce que ça a du mal à gérer la pression du résultat face à plus fort dans un stade plein? Non, pas forcément, parce que moi, ce qui me pose question, c'est qu'on arrive à être, disons, plus performante à l'extérieur qu'à domicile, alors que ça devrait être l'inverse. Contre les Anglaises, les matchs en France, on est à 2 marques d'écart, et pourtant, les matchs à Twickenham qu'on a joué, on rivalise, enfin, sur toute la deuxième mi-temps, on rivalise mieux, et le score à la fin est ultra serré. Mais pour autant, on encaisse moins de points quand on est en France. Les scores sont plus. Il y a des gros scores fleuves quand on est en Angleterre avec des 40 points. En France, c'est plutôt des scores 20-12 ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez frustrant parce que cette qualité offensive qu'on a une fois qu'on se prend la marée, il faudrait l'avoir dès la minute 1. Mais je pense pas que maintenant on est on est un peu habitué à jouer dans des stades avec du monde. Pour la plupart, on a déjà un paquet de sélections derrière nous et c'est pas des choses qui nous Ah, mais tu vois ce que je veux dire, peut-être que pour les plus jeunes, il peut y avoir une peur de décevoir qui bride ou qui... Tu vois, c'est un petit peu l'aspect mental aussi du sport. Peut-être, oui, peut-être. Et réussir à être hyper performante le jour J du match et à réussir à sortir ce petit plus de chaque joueuse au moment où il le faut, c'est toujours compliqué à avoir, mais c'est vrai que si j'avais eu la solution miracle, je l'aurais appliquée il y a 8 ans, maintenant. Oui, parce que ça fait depuis 2018 que vous n'avez plus battu l'Angleterre. Je pense que je suis le chat noir de l'équipe de France. C'est pour ça. De toute ma carrière, j'ai jamais battu le 15 de la Rose quand même. Donc c'est. Enfin, en moins de 20 ans. Au moins en moins de 20 ans, on a réussi. Mais c'est vrai que, ouais, c'est. Franchement, c'est plombant un peu, mais bon. Ce qui est bien, c'est qu'on lâche pas. Chaque nouvelle année, on y retourne et on continue de tout lâcher. Et j'espère être là le jour où ça paiera, quoi. Peut-être à Bordeaux. Peut-être à Bordeaux l'année prochaine. On verra. Après, donc on a parlé de 2024, du 6 Nations, 2025. Il y a les Women 15 aussi qui sont... Alors, le Women 15 en Nouvelle-Zélande, super encourageant. Ouais, on bat les Néo-Zélandaises. Après, je me rappelle plus. On a joué qui après? Je crois que de mémoire, vous jouez le Canada où vous perdez. On joue le Canada où on perd. Et je crois que ça va être l'Australie ou les USA ensuite. Ouais. Ouais, c'est beaucoup de... On est comme ça, quoi. On fait des bonnes performances, après on n'est pas terrible, après on est mieux. Enfin, on n'arrive pas du tout à être constante et c'est ça qui est frustrant, c'est que on a une équipe avec un potentiel énorme, mais on n'arrive pas à être performant sur la durée, quoi. Parce qu'après, on rentre dans la saison post-Coupe du Monde 2025. Ouais. Vous avez ce match de préparation au Women 15 face à l'Angleterre. Ouais. Une nouvelle lourde défaite, c'était à Gloucester de mémoire. Ah oui. Et après, vous partez sur le Women 15, où je qualifierais pas, c'est mon avis, ce Women 15 de grande avancée ou de grand progrès. Moi non plus. Franchement, j'ai eu la sensation que depuis 3 ans, on a un peu stagné, quoi. Que ce soit depuis la fin de la Coupe du Monde jusqu'à cette Coupe du Monde-là, on n'a pas fait de grandes choses. On a l'impression qu'on a fait le job, mais genre, c'est pas... sur le terrain, on n'a pas créé des choses énormes, quoi. Et c'est ça qui est un peu frustrant, quoi. Parce que pour rappel, je me souviens plus l'ordre chronologique, mais vous perdez face au Canada, à la Nouvelle-Zélande, et vous gagnez un petit peu de justesse face aux USA. Ouais, c'est un match pas terrible à regarder. Ouais, pas très offensif. Après, vous avez quand même ce 6 Nations. Ah non, on en a parlé, pardon. Je voulais parler des matchs de préparation où vous avez fait le choix de faire un seul match face à l'Angleterre, à Mont-de-Marsan. Là aussi, il y avait du public, c'était intéressant. Par contre, encore une fois, sur le terrain, voilà, il n'y a pas eu de deuxième mi-temps ou de première mi-temps. Oui, non, là, on s'est pris le tsunami. On s'est pris le tsunami, quoi. Je me souviens, j'étais en tribune, je me souviens ça me reste en mémoire les Anglaises qui rentrent sur le terrain et qui rigolent. Comme si elles allaient affronter les U20. Non, ouais, après, ça, c'est dans leur... Que ce soit là ou tout le temps, elles sont comme ça, quoi. Après... Ouais. Elles l'ont gagné, cette arrogance. Elles sont à 30 victoires consécutives. Ce qui serait inquiétant, c'est si elles étaient comme ça et qu'elles étaient une équipe de moyenne classe. C'est la meilleure équipe du monde. Donc, après, nous, on est dans la position où tout le monde veut les battre. Donc, nous,
on est habitué maintenant à leur arrogance et on sait que nous, on est un peu dans l'image des Gaulois dont je parlais tout à l'heure, mais on essaie, voilà, on mettrait pas une pièce sur nous, mais pourtant on fait rail fort et on essaye jusqu'à que la pièce bascule de notre côté, quoi. Parce que vous partez 6-40 face à l'Angleterre, on est de mémoire, c'est 3 semaines avant le début de la Coupe du Monde, peut-être 2 semaines. Ouais. Je crois que c'était le 8 août et vous commenciez le 22 ou 23. Comment vous l'analysez justement ce match ? Comment vous l'avez vécu à l'intérieur aussi ? Ça a été pas forcément beaucoup de remises en question. La préparation, on a fait une longue préparation, mais au final, t'as pas pu affronter beaucoup d'équipes, donc tu sais pas trop ce que ça vaut. T'affrontes les meilleurs, tu te prends la marée. Donc c'était pas évident à gérer, quoi, parce que forcément, t'entames la Coupe du Monde pas avec la meilleure des confiances. Et donc ouais, ça fait se poser beaucoup de questions sur notre capacité à remporter la Coupe du Monde, quoi, forcément. Après, on a construit notre aventure, les matchs se sont enchaînés, et on a fait match après match. Parce qu'on commençait par l'Italie, 24-0, défense impeccable sur ce match, vous prenez 0 points. Par contre, vous avez des problèmes dans l'efficacité offensive sur ce match. Ouais, l'efficacité offensive, c'est un peu la ligne directrice depuis 3 ans, quoi. On a beaucoup de mal à être efficace. Notre défense, ça reste quand même notre même si parfois on défaille, ça reste notre fil conducteur. C'est quelque chose qui nous rassure, quelque chose où on sait qu'on a des très bonnes plaqueuses en équipe de France. Enfin, on sait qu'on peut mais on n'a jamais trop réussi à avoir cette justesse technique offensive, et c'est quelque chose vers lequel on a une énorme marge de progrès, quoi, parce que là-dessus, que ce soit des techniques de passe, que ce soit la gestuelle, les timings de course, les replacements offensifs, les systèmes de jeu offensifs, il y a une marge de progression énorme, et c'est là-dessus, je pense, qu'il va falloir se concentrer et travailler fort pour espérer rivaliser avec les équipes du top 3, quoi. Après, pour le reste des poules, donc il y avait 3 matchs dans la poule. Vous aviez l'Italie, vous gagnez 24-0. Vous avez ce match face au Brésil, un petit peu historique, parce qu'elle marque leur premier essai en Coupe du Monde sur une interception de mémoire. Non, elle avait la balle, c'est une fin de croisée. C'est exactement, oui. Une fin de croisée qui, la défense qui vient de nous l'inventer, ouais. Qui se fait avoir. Bon, écoute, on peut le pardonner, c'est le premier essai du Brésil en Coupe du Monde, c'est pas grave. Et puis, donc 84-5, et puis ce match face à l'Afrique du Sud, qui est un peu érigé en finale, parce qu'elles viennent de battre l'Italie. Vous l'aviez vu comme une finale, vous ? On l'avait vu. Après, on l'avait vu comme comme un bon test avant le quart de finale. Donc oui, mais à la fois on a vu que leur compo d'équipe, elles avaient fait tourner beaucoup. Oui. Donc elles, je pense pas qu'elles l'abordaient de la même manière. Je pense qu'elles reposaient leur cadre pour jouer leur quart de finale contre la Nouvelle-Zélande. Donc je pense qu'elles avaient pas mis toutes les armes qu'elles pouvaient mettre sur le terrain pendant ce match-là. Mais ça a été un beau combat physique, et je pense que là on était plutôt satisfait du contenu qu'on avait proposé et de l'état d'esprit défensif. On s'était beaucoup concentré sur réussir à on est une équipe pas très physique, on n'a pas forcément des gros gabarits, et c'était réussir à arrêter cette armada sud-africaine où elles avaient un peu des Golgoth de la 1 à la 15, quoi. Enfin, surtout de la numéro 8 à Zessa. La 8, la 12 était aussi solide que la 8. Le même gabarit. Donc oui, il fallait mentalement se préparer à répondre au combat physique qu'elles allaient proposer, quoi. Et je pense qu'on a plutôt très bien réussi à répondre. En mêlée, on a été ultra dominatrice, et je pense que ça nous a facilité l'entièreté du match. Donc là-dessus, c'était un bon 3e match de poule, et ça nous mettait en confiance pour la suite de la compétition. Est-ce que tu te souviens avoir regardé le Nouvelle-Zélande Afrique du Sud en quart de finale et de voir cette première mi-temps? C'est la première mi-temps la plus exceptionnelle que j'ai vue d'une équipe en termes de stratégie. Oui. Les ballons portés à 15, les mêlées spontanées après une mêlée, des trucs... c'est assez... J'avais adoré cette équipe d'Afrique du Sud avec Nadine Roos aussi en 9 que j'avais trouvé géniale. Ouais, très très bonne joueuse. Ouais. Et c'est vrai qu'on nous avait dit que les coachs sud-africains étaient stratégiquement... ils adaptaient leur attaque à toutes les équipes qu'ils affrontaient. Et nous, on s'attendait aussi à des adaptations, mais pas autant que ce qu'elles ont fait contre la Nouvelle-Zélande. C'était dingue. Ballon porté à 14, je crois, où elles étaient 13 ou 14, dans le ballon porté en touche. Et puis elles les ont massacrées en mêlée. Dans la conquête, j'avais rarement vu, même quand tu vois, vous gagnez 2 fois contre elles en automne, j'avais rarement vu la Nouvelle-Zélande aussi en difficulté.
c'était assez dingue à voir. Après, derrière, en deuxième mi-temps, elle regagne, etc. Ouais. Voilà. Mais sur les stratégies, c'est une des... Tu vois, je pense que pour faire comprendre à un néophyte du rugby ce que peut être le rugby, tu lui fais regarder la première mi-temps de ce match et tu fais pourquoi ils sont à 15 sur le ballon porté. C'est assez dingue. Après, vous avez le quart de finale, donc. Je pense que dire que les conditions étaient difficiles est peut-être un minimum, parce que vous jouez à Exeter, il y a du vent. C'était terrible. Franchement, le terrain, c'était terrible. On prenait des rafales à je sais pas combien de kilomètres heure, un peu de pluie, il pleuvait des trompes d'eau. Stade ouvert, parce que c'est le Sandy Park. Les conditions étaient terribles. Et puis, comme c'est génial, vous les prenez en première période. Et oui, voilà. Et ça s'annule en deuxième. Et ça s'annule. Deuxième mi-temps, plus de pluie. Plus de vent. Donc en fait, on s'est pris, en gros, on s'est dit au début du match, on s'est dit on va ramasser, on sait, parce que impossible de taper au pied parce qu'on voilà, il pleut des trompes d'eau, il y aura des en avant, en mêlée, on a été un peu défaillante, donc ça a été un peu défaillante, un peu compliqué. Et donc en fait, ces trois trucs réunis, c'était et des erreurs, on a fait des erreurs qu'on n'aurait pas dû faire aussi. Mais en fait, on entre très mal dans le match. On dit, bon, on fait le dos rond. T'as 40 minutes à tenir. Après, c'est ça le game plan du match, c'est de se calmer un peu en première mi-temps. En fait, ouais, dès le début, nous, on se l'est dit entre nous. On s'est dit, on sait que ça va être très compliqué au début du match parce qu'on a toutes les conditions qui sont contre nous. On sait qu'on a une défense de fer, donc on va s'appuyer là-dessus, on va charbonner, on va faire le dos rond, on va être patiente dans ce qu'on fait et on va attendre la deuxième mi-temps pour pouvoir aller chez elle et mettre notre jeu en place. Et au final, on a une défense assez solide en première mi-temps et c'est ce qui nous fait pas prendre 4 essais parce que je pense qu'elles auraient pu marquer beaucoup plus. Mais juste elles sont à 70% d'occupation, ouais, je crois. Oui, c'est ça. Peut-être des 70% d'occupation, ça va être 50% dans vos 22, ouais. Avec des mêlées à répétition, des fautes. Et en deuxième mi-temps, on rentre sur le terrain et plus de vent, plus de pluie. Enfin, quasi plus de pluie et plus de vent. Parce que pour recontextualiser, la 10 irlandaise, quand elle tapait, elle avait 10-15 mètres en plus de longueur. Ouais. Vous, c'était juste. Nous, ça faisait des coups de pied de 15 mètres parce qu'il y avait. Enfin, c'était. Et après, peut-être que nous. Enfin, je pense aussi, nous, on n'a pas su gérer très bien aussi la situation, à alterner avec des rasants ou des choses comme ça. D'autres formes de jeu qui te permettent de trouver un peu plus de longueur. On n'a pas réussi forcément à bien s'adapter aussi. Mais ouais, du coup, ouais, on a ce miracle de Bigot qui arrive à gratter un ballon et le donner à Johanna qui nous met un essai de 80 mètres. Mais à la fin, soulagement parce que t'es à ça de même pas être en demi-finale, quoi. Et les Irlandaises ont fait un très très gros match. Et nous, on a eu un peu la crotte au cul, quoi. Ça, c'est difficile à dire, mais c'était un peu ça, quoi. On peut dire des insanités. Voilà. Alors, à la limite du dit de l'acceptable, mais les gros mots, ça me va du moment que c'est pour raconter. C'était Claire de Grisé qui... merci. Heureusement qu'elle carbure au samplon 95, mais il y a quand même... deux mauvaises nouvelles, c'est la suspension évidente d'Axel Berthoumieux et la citation à l'époque, au moment après le truc de Manaï Felou, votre capitaine. Ça, c'est Axel, on s'y attendait, voilà, elle a fait un geste stupide et voilà, elle en paye la conséquence. Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que Manaï, on l'a appris au milieu de soirée que c'était un commissaire indépendant qui l'avait cité. Pour commissaire du match. Ouais. Commissaire du match, ce qui n'arrive jamais depuis que j'ai commencé le rugby, j'ai jamais eu cette situation. Ça arrive, mais en général, c'est des cartons jaunes qui sont parfois requalifiés en cartons rouges et qui sont cités à comparaître. Mais du coup là, assez, on est toutes tombées des nues, quoi. Et Manaï, elle a une place assez importante dans l'équipe. Elle a un rôle assez, très important et en fait, on dit on perd Axel, on perd Manaï, on l'apprend le soir même, voilà. On perd Johanna dans la semaine, qui a une douleur à la cuisse. Donc ouais, mentalement, ça a été pas évident à gérer, quoi. Surtout que vous affrontez en demi-finale. Oui, on réaffronte l'Angleterre. C'est toujours des bonnes nouvelles. Ouais, toujours des bonnes nouvelles, mais c'est vrai que toi que ta capitaine, une troisième cette suspension de Manaï, ça nous a vraiment
plombé quoi. Bon, après on a basculé, on s'est préparé dans la semaine. Manet, elle a été hyper investie elle a accompagné tout le monde, elle était irréprochable à l'entraînement, elle aidait à la préparation du match de l'Angleterre. Enfin ça elle a eu mais c'est vrai que ouais, on est un peu tombé des nues quoi. Parce qu'après vous avez l'Angleterre, c'est à Bristol. Encore du public, à qui le public, oui, mais ça, encore une fois, je dis le public, c'est pas forcément. On a un peu l'habitude maintenant et la plupart ont déjà vécu des matchs avec du public et les supporters anglais sont plus à chanter des chansons et à chanter des chansons dans le stade qu'à huer les joueuses. Donc c'est bon enfant, c'est plutôt bon enfant et en aucun cas on se sent, je trouve, on se sent pas trop oppressé par des cris, des hurlements, donc moi je trouve que c'est plutôt très bon enfant le public du rugby féminin quoi. Comment vous l'avez abordé ce match du coup, parce que vous avez suspension, Berthoumieux qui est suspendu, la blessure de Johanna qui arrive un peu tard dans la semaine de mémoire, je crois. En gros elle avait des douleurs dès le début de semaine, mais on attendait de voir jusqu'au dernier moment si c'était. De mémoire elle est programmée dans la compo et puis après elle déclare forfait le jour même ou la veille. Jusqu'au Captain Run la veille où elle a réessayé de courir et que elle avait des douleurs donc c'était pas possible. Ils ont essayé d'attendre jusqu'au bout quoi. Et donc comment vous l'abordez je pense qu'on est hyper concentré sur ce qu'on fait. On a préparé le match stratégiquement et voilà, on est resté dans le fil directeur de la compétition où on a analysé l'adversaire, on a préparé l'adversaire et après on a essayé de lâcher les chevaux et de prendre un peu l'expérience de tous les matchs qu'on a déjà eu contre les Anglaises, tous les petits trucs qui nous ont réussi. On s'est dit, cette tendance à lâcher les chevaux en deuxième mi-temps, comme on le faisait d'habitude, on s'est dit, première mi-temps, on joue. On joue et on sait qu'on est capable de mettre du rythme, on est capable de conserver le ballon et on va le montrer dès la minute 1. Et je pense que c'est ce qu'on a bien réussi à faire parce que première mi-temps, on fait des passes dans le dos qu'on n'a pas fait de la compétition. On fait des temps de jeu énormes, on fait des offloads, on a des avants qui arrivent à faire des passes de plus, des choses comme ça. Des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire sur la totalité des matchs. Mais là, on dit, vas-y, quitte à... On n'a pas envie de répéter les mêmes erreurs que les matchs précédents contre les Anglaises. Et ça nous réussit plutôt bien parce que on arrive hyper bien à rentrer dans le match, on joue tout, il y a un rythme de jeu très important parce que physiquement c'était cette première mi-temps, les premières actions ça a carburé quand ça allait jamais en touche quoi, ça tapait des jeux au pied, ça relançait de tous les côtés. Mais c'était voilà, on a tout lâché, on est à 7-5 à la mi-temps, on rentre en vestiaire, énorme. On dit putain les filles, on n'a jamais été aussi proche des Anglaises à la mi-temps quoi. C'est un peu terrible à dire mais genre on peut aller la chercher cette finale quoi et on est reboosté à bloc et tout et on re-rentre en deuxième mi-temps et malheureusement on perd un peu le fil du match avec des fautes à partir de la 60e une conquête en touche où on perd des ballons défensivement on a un peu moins d'agressivité que peut-être au début du match on perd un peu le fil du match et au final elles retournent dans leur ballon porté, elles avancent et voilà Est-ce que c'est vraiment sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps parce qu'à la 60e il y a 14-12 pour vous de mémoire non, on n'était jamais devant. Pour elle alors 14-12, il n'y a pas vraiment jusqu'à la 60e de waouh, ça va être dur. Non c'est sûr, on est dans le match et on est franchement dans nos têtes on y était et c'est après des faits de jeu, un essai casquette de Marine Ménager qui fait un contrôle du pied qui retombe dans les bras de Kilden qui marque. C'est voilà et je pense que ça nous a mis un premier coup de massue sur la tête où t'étais un peu dans le match et sur une action où on part de notre touche, ballon lobé, elle récupère, elles font 3 passes, Kilden tape un rasant au pied, Marine contrôle, ça lui retombe dans les mains, elle marque. Et en fait, de base, t'es dans l'heure 40 à attaquer toi et tu te prends un essai en contre de 60 mètres. Et puis tu passes à 2 marques. Et tu passes à 2 marques d'écart. Et donc, ça a été un premier coup de massue, quoi. Et après, je crois qu'elle remarque encore rapidement après. Nous, on remarque pour essayer de revenir. Mais après. Avec le doublé de Nassira Condé. Ouais. Moi, j'avais vu le podcast post-Coupe du Monde, je crois que je ne sais plus quel podcast c'était, peut-être que je le retrouverai, mais d'Eli Kildune qui disait qu'elle avait bien chauffé Pauline, je ne sais pas si tu te souviens cette action où elle s'empoigne un peu au bord du truc, elle fait non mais je savais qu'il fallait que je la fasse dégoupiller.
Pauline, calme légendaire, bon, elle enclenche un peu. Elle enclenche un peu, il se serre un peu le col et, Ouais. et Bon, petit accrochage. c'est les batailles d'ego, quoi. Et voilà, les Anglaises, elles sont très fortes pour. Il n'y a que contre elles qu'on les fait en général, Oui, ces batailles oui. d'ego. Oui, c'est vrai, il n'y a que contre elles. Parce qu'elles ont, elles ont tendance à être un peu arrogantes avec leur célébration d'essai, leurs trucs. Enfin, C'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre, quoi. Voilà. Parce qu'après, vous perdez le match. Ouais. Malheureusement. Est-ce que c'est le même type de frustration qu'en 2022 ? Une défaite en demi-finale ? Non. C'est pas la même frustration parce que au final, le score était à plus de une marque. En fait, t'es à plus de une marque d'écart à la fin. À la fin, t'es plus dans le... Enfin, les 10 dernières minutes, t'es plus dans le match, quoi. T'es plus... C'est fini. C'est fini. Tu sais que le score, tu sais qu'il est fait. Là, enfin, tu peux revenir, mais vu la physionomie du match, tu sens que ton équipe, elle est en train de lâcher, quoi. Alors qu'en 2022, jusqu'au dernier moment, t'es dans le match, t'es à ça de gagner, quoi. Donc non, moins frustrante, enfin, c'est tout aussi frustrant, mais moins frustrante que 2022, quand même. Comment vous l'avez géré, du coup ? Parce qu'évidemment, à partir du coup de sifflet final, le rêve est fini. Bon, je pense qu'on a essayé de rester un peu toutes... Pareil, les familles étaient là, on a essayé d'être un peu toutes réunies, profiter de nos familles. C'était un peu plus proche que la Nouvelle-Zélande. Ouais, donc là, il y avait un peu plus de monde. Profiter de nos familles et de nos proches qui étaient là pour nous. Et je pense que c'est un moment où, après le match, tu as juste envie d'être avec tes proches, de pas forcément parler du match et juste de boire une bonne bière avec tes amis parce que on sait que c'est un moment que tu as préparé depuis 3 ans et ça s'éteint, quoi. Ça faisait 3 ans depuis la Nouvelle-Zélande où tu touches du doigt une finale, tu te dis l'équipe elle a le potentiel pour faire plein de choses et tout. En plus tu sais que tu vas avoir les trucs en prime time, tu vas avoir une exposition. Ouais, oui. Et tu te dis j'ai 3 ans pour bosser fort pour aller chercher cette finale, et en fait quand t'es à l'instant T du moment où t'as perdu le match, voilà, c'est fou. Il y a aussi beaucoup faut se relâcher, quoi. Voilà. Parce qu'après vous avez la petite finale face à la Nouvelle-Zélande. Match compliqué, c'était dur de se motiver. Ouais, tu sens plus de jus. Physiquement, on était à la rue, quoi. Dès la minute 1, alors que le jeu des Néo-Zélandais, c'est de tout jouer. Et nous, on était à la rue physiquement, quoi. Tu sentais que tout le monde était pris, n'avait pas le même peps que d'habitude, quoi. Que ce soit à l'échauffement ou... En fait, dès l'échauffement, tu sentais qu'il n'y avait pas la même énergie et que tu sentais les filles fatiguées, les filles... après, ça s'est vu sur le match, quoi, que physiquement, on n'y était pas, quoi. Vous avez découvert aussi la sensation Braxton Sorensen-McGee. Ouais, franchement, sacrée joueuse. Belle pépite du rugby, je pense qu'elle a un avenir assez énorme devant elle. 18 ans, elle avait 5 mois de rugby derrière elle. Ouais. C'est assez fou. Ouais. Les premières, c'est très de dingue. Moi, j'avais suivi la saison de Super Rugby à Opiki, qui est le Super Rugby féminin. C'est une 15 qui peut buter, c'est une 15 qui peut être décalée à l'aile. Elle finit MVP de la saison, 18 ans. Ouais. 18 ans. Elle fait les quelques matchs, un peu comme Georgia Miller, tu sais, elle fait les quelques matchs de Pacific Force Series. Là. Ouais. Pareil, doublé premier match. Ok. Et puis après, Coupe du Monde. Allez, vas-y, Marie. Ouais, Elle est exceptionnelle. Moi, c'est une joueuse qui m'a vraiment marqué et que c'est vrai. J'ai hâte. Il y a un bel avenir devant elle, c'est sûr. Ouais, elle va en faire des Coupes du Monde. Vous refermez le chapitre. La fédération n'a pas renouvelé le duo Mignot-Ortiz. Désormais, un nouveau sélectionneur a été nommé pour le 15 de France. Est-ce que tu connais François Ratier ? Personnellement, non, je le connais pas. Enfin, on le côtoie sur le bord des terrains parce qu'il est dans l'élite 1 depuis quelques années maintenant et sur le banc de Bordeaux, et du coup on se croise quand il y a les matchs contre Bordeaux, mais sinon non, je connais pas du tout ça. Ok. Voilà, donc on va découvrir ça. Vous découvrirez ça sur le Six On va Nations. découvrir ça, voilà, c'est ça, c'est de la nouveauté, c'est un nouveau projet, voilà, faut y aller avec de l'appétit et ça va enclencher une nouvelle bonne dynamique, j'espère, pour les années à venir. Et voilà, 4 nouvelles années. Voilà, c'est ça. L'Australie dans 4 ans. C'est ça, il y a cet objectif-là. Et voilà, je pense qu'à un moment, c'est aussi le moment de mettre un peu un bon coup de pied dans tout ça et relancer tout dans une bonne dynamique, dans de l'exigence, nous, tout ce qu'on veut, c'est performer, battre les meilleurs, et il faudra faire ce qu'il faut pour battre les meilleurs. Alors, vous avez une saison du coup qui est programmée avec le Six Nations, mais fini le 1-15. Par contre, vous allez faire une série de matchs face, est-ce que tu le sais ?
Non, je crois pas. À la Nouvelle-Zélande. Ah oui ? Vous allez en Nouvelle-Zélande, je sais plus, c'est septembre, octobre prochain, et vous faites 3 matchs. Ok. Je te l'apprends. Non, ouais, je crois qu'on m'avait parlé en la tournée d'Ambre qu'il y avait 3 matchs dans l'hémisphère sud et 3 matchs en France. Et il y avait 6 matchs en tout, je crois. Alors moi, j'ai pas entendu, j'ai pas vu Ou d'officialisation. c'est peut-être cette année, il y a 3 matchs en Je crois Nouvelle-Zélande, que c'est et ça, l'année ouais. d'après, c'est la Nouvelle-Zélande qui vient. Je crois que c'est ça. Ah bah c'est ouais. un peu comme les garçons. C'est comme le 1-15, mais Ouais. au lieu d'affronter 3 équipes différentes, vous affrontez la même équipe 3 fois, dans 3 stades différents. Ok. Et de mémoire, vous allez... Ah mais ça change tout le temps, parce que moi... Ah bah... Mais de mémoire, vous allez jouer à Christchurch, à Wellington, et je me demande si c'est pas l'Eden Park ou un autre stade, ou peut-être Hamilton, je sais pas. Ok. En tout cas, Et c'est pas la Nouvelle-Zélande qui affronte nous, l'Angleterre et... Ah non. Ok. c'est les garçons qui font ça. Ouais. Ils prennent l'équipe de France, je sais plus, dans le nouveau stade d'ailleurs, vous allez jouer à Christchurch, qui est un nouveau stade, parce Ok. qu'à l'époque c'était un peu comme Sandy Park, c'est un stade très ouvert, tribune ouverte. Là c'est un stade fermé, 30 000 places, qui sert pour le rugby à 15, le netball, les concerts. Vous allez voir, il y a un toit, donc vous n'allez pas expérimenter la froideur de... C'est un peu comme quand vous avez joué à Dundee sur le 1-15. Oui, ça je me rappelle, c'était bien. Ouais. J'espère que ça résonnera moins, qu'il y aura du public, mais parce que ce match-là, Oui, ça avait été assez spécial. On va parler un peu, on a fini l'épopée du 15 de France. On verra ce qu'il en sera sur cette année 2026. Ouais, 2026. On va parler un peu de ton rugby. Comment tu décrirais, toi, ta manière de jouer au rugby ? Question très vaste. Ouais, c'est vaste, oui. Est-ce que tu es numéro 12 ? Je suis numéro 12. Je pense je suis une personne qui... Bon, déjà, qui aime ferrailler en défense. Ça, ça m'a toujours... C'était mon côté pour me rassurer, quoi. J'ai toujours adoré ça et c'est ce qui me rassure beaucoup. Je suis une personne, je pense, qui a pas des qualités physiques extraordinaires, mais qui... essaye de faire briller les autres autour, qui elles ont des qualités exceptionnelles. Et voilà, je suis quelqu'un qui communique beaucoup sur un terrain, qui a appris au fil du temps à prendre de l'assurance là-dedans. Et après, j'aime bien avoir quelques courses tranchantes pendant les matchs quand même, un petit peu de temps en temps. Parce qu'il faut les ballons... Qu'est-ce qu'il te faut pour dire que tu as fait un bon match ? Est-ce qu'il te faut 2 ou 3 caramels ? Ouais, 2 ou 3 caramels, décisive. 2 ou 3 passes décisives pour 2 ou 3 passes décisives et une petite course ou 2 tranchantes qui mènent à l'essai. Là, ce serait allez, un franchissement. Un franchissement, allez, ouais. Parce qu'après, le franchissement, il s'arrête souvent avec moi. Il faut que je passe le ballon à une ailière ou deux parce qu'après, mon franchissement, il se fait vite rattraper. Donc, après, faut faire briller les autres. Oui, t'es un peu la Mahanonou, voilà, tu perds et tu fais l'offload. Après, oui, le gabarit de Mahanonou... les cheveux, peut-être, quasi, tu fais les tresses. Ouais, quasi. On va parler de ta défense. Ça a été souligné par de nombreuses reprises par tes coachs, tes coéquipières, les spécialistes. Tu as quand même une défense qui est assez rugueuse. Tu as quand même pris quelques cartons aussi, parfois. Ouais, un petit carton rouge, là. C'était... c'est le seul, hein, mais... Petite suspension. Petite suspension destination, ça fait mal, hein. Je me souviens que face à... Je crois que c'était pendant la Coupe du Monde en 2022, tu prends un carton jaune face à l'Angleterre parce que tu retournes la 10. Non, pénalité. Juste. À chaque fois, c'est pénalité. Ouais. Oui, à chaque fois. À la limite. Non, ouais, parce que, en fait, oui, je soulève trop les jambes. Après, elles retombent sur le dos, donc il n'y a pas de dangerosité, mais c'est le fait de soulever les jambes au-dessus de... Maintenant, à une époque, ça passait un peu. Tant qu'elles retombaient sur le dos, maintenant, ça passe plus du tout. Dès qu'on soulève au-dessus des dès que des les hanches, jambes passent par-dessus le bassin. Ouais, ça s'est sifflé direct, donc ouais, j'ai eu quelques petits... Mais ouais, faut avoir de la maîtrise. Ouais, avec l'expérience. Ouais. Justement, parle-nous comment tu t'es découvert cet amour pour la défense et comment tu l'as fait évoluer au fil du temps. Je pense que dès le plus jeune âge avec les garçons, j'aimais bien plaquer et j'ai vite appris à plaquer bas parce que avec mon gabarit, j'étais obligé de le faire. Mais après, au fur et à mesure, du coup, j'ai appris, je pense, à avoir une bonne technique pour plaquer et en serrant le pli des genoux pour que ça tombe rapidement et j'ai beaucoup eu d'appétit là-dedans, quoi. C'est hyper satisfaisant de mettre un bon plaquage, de faire reculer l'attaque adverse, donc là-dessus j'ai tout de suite bien aimé ça. Et après, au fur et à mesure, il faut apprendre juste à défendre avec ses coéquipières parce que quand t'es jeune, c'est bien la défense individuelle qui compte, et voilà, mais plus tu grandis, plus tu joues à 15 et tout, il faut apprendre à défendre collectivement et
Et c'est hyper intéressant de savoir quand attaquer au ballon pour bloquer le ballon, pour essayer de ralentir, quand faire tomber rapidement pour essayer de contre-rucker, quand il faut plaquer, se relever, circuler vite parce que c'est le rush, ou plaquer, se relever, attaquer le ballon. Enfin, il y a plein de choses différentes et d'approches différentes de la défense. Et moi, ce que j'adore, c'est réussir à analyser les situations pour savoir quand faire le bon geste au bon moment. Et quand, par exemple, attaquer haut le ballon pour empêcher le offload après, il y a plein de... plaquer au niveau des bras, Ouais, ou plaquer attaquer au niveau bloquer le ballon et ralentir la vitesse du ruck après, c'est hyper intéressant, quoi. 2 questions, tu as parlé de ton gabarit, tu mesures 1 mètre combien pour... Je mesure 1m63. Voilà, pour vous situer. Et sur tout ça, qu'est-ce que tu penses que tu as fait le mieux évoluer? Qu'est-ce qui n'était pas fort au début et qu'aujourd'hui tu dis, putain, je suis quand même pas mauvaise sur ça? Je pense que c'est sur l'analyse du rapport de force. Ça, c'est avec les matchs que ça vient, mais réussir à savoir quand monter en pointe pour bloquer une attaque, quand analyser qu'il faut contrôler. Enfin, c'est les rapports de force et savoir quelle défense adopter à quel moment. Je pense que ça, c'est le plus dur et c'est ça qu'il faut réussir à et comment tu l'as amélioré, justement? Je pense que c'est en faisant des erreurs, hein. C'est voilà, dans les matchs où tu montes en pointe alors qu'il y avait un 5 contre 1 et que tu te fais avoir bêtement. Enfin, c'est au fur et à mesure les erreurs que tu commets dans les matchs, ça t'arrive 1 fois, 2 fois, mais après t'essayes d'analyser pourquoi t'as fait ça et surtout pas le répéter pour les fois suivantes, quoi. Tu fais beaucoup de vidéos en conséquence? Ouais, on sait que parfois ça peut être... Alors aujourd'hui, on est Ligue 1 pour vous situer, vous avez tous des vidéos des matchs. Oui. Mais vous avez un angle en général? Oui, souvent on a un angle. Le VO qui vous permet peut-être, si vous le mettez aux 2 extrémités du terrain, d'avoir... Voilà. Mais comment est-ce que toi, tu as réussi... On a souvent l'angle loin et l'angle rapproché. Est-ce que toi, tu as réussi à bien travailler ça grâce à la vidéo et comment tu l'as bossé, entre guillemets? Est-ce que tu as regardé d'autres jouer ou juste Après, toi? moi, de base, j'aime beaucoup le rugby et du coup, je regarde beaucoup de matchs. Mais oui, suit les matchs qu'on fait le week-end, on les regarde en vidéo, donc on voit un peu ce qui a réussi, ce qui a pêché, voilà, on peut analyser les erreurs qu'on a commises. En équipe de France aussi, on progresse beaucoup parce que la qualité des vidéos est beaucoup plus importante. On a tous les angles, on a des analyses vidéo aussi qui sont là et donc on peut travailler beaucoup plus précisément qu'en championnat. Mais du coup, là-dessus, la vidéo, ça aide beaucoup à progresser. Qu'est-ce que tu juges être ta plus grande faiblesse aujourd'hui? Ma plus grande faiblesse, je pense, c'est ma gestuelle technique et ma capacité à déplacer les ballons sur le terrain. Les passes? Ouais, les passes. Et les passes, c'est la rapidité du geste. Après, le jeu au pied, je travaille un petit peu et ça va un peu mieux. Mais oui, je pense que la gestuelle technique des passes, c'est le point le plus amélioré. Parce que tu joues parfois 10 aussi avec Blagnac de mémoire? J'ai joué 1 ou 2 fois et après ils m'ont vite dit on va arrêter ça, on va arrêter le massacre. Tu vas rester en 12. 12 c'est bien, c'est des passes courtes, pour la plupart c'est des passes courtes, voilà. Mais c'est vrai que 10 c'est costaud 10. Tiens, je me souviens d'une question pendant la Coupe du Monde, tu as été associé, je sais pas si c'est la première fois, mais pour une des premières fois avec Nassira Condé, que tu connais depuis un bail quand même. Ouais, Nassira... Pour tout être honnête, je descends sur ton profil Instagram et puis je vois un visage que je reconnais. Je fais tiens, ce serait pas Nassira Condé? Oui, et je me dis, Nass, on jouait ensemble en cadette, enfin on jouait contre en cadette, elle jouait à Terre de France à Tremblay. Oui, elle jouait à Tremblay. Et moi, je jouais à Nanterre. Et en fait, quand on faisait des plateaux, on jouait à 7 à l'époque. Et on jouait les unes contre les autres, quoi. Et on a joué en moins de 18 régions ensemble, en moins de 20 régions ensemble. Donc ouais, après, elle est partie faire un bout de chemin à 7. Donc on a pu jouer contre. Elle était en équipe de France à 7. Mais du coup, ouais, on se connaît depuis un petit moment. Non, c'est sympa, j'ai vu la photo, je fais ah tiens, c'est bizarre. On a bien vieilli depuis. Non, vous avez pris de l'expérience. Ouais, on va dire ça. Alors, on parle toujours du développement sportif et économique du rugby féminin, les grands enjeux, etc. En France, on a le développement de l'élite 1, qui est le grand sujet national pour vous. Pour le rugby féminin, comment ça se vit justement de l'intérieur? On en a parlé un petit peu au début, mais est-ce que c'est de l'impatience? Est-ce que vous êtes contente que ça avance, mais vous dites mais c'est pas assez rapidement, mais oui, mais on peut pas grandir trop rapidement non plus? Comment ça se vit? Ouais, concrètement,
on voit pas trop de changements à l'heure actuelle. Nous, on voit, dans notre quotidien, on voit pas trop de changements. Blagnac, ça a toujours été un club qui a considéré son équipe féminine de façon importante. Donc ça, on a la chance d'être dans un club où la section féminine a toujours eu une importance, une grande importance autant que l'équipe masculine. Et du coup, on bénéficie des mêmes infrastructures et ça, c'est génial. Mais après, dans notre quotidien, nous, on est une équipe, on a l'impression qu'on passe... On passe pas sur Canal parce qu'on n'est pas associé à un club masculin. Donc nous, on fait partie des meilleurs clubs français et pourtant on fait pas partie des clubs qui sont diffusés sur Canal pour l'instant. Mais après, on a toujours les filles qui galèrent toute la journée, qui sont au taf et qui viennent le soir, qui arrivent on s'entraîne parfois le midi, entre midi et 2 et le soir. Donc elles arrivent, elles courent pour venir s'entraîner, elles repartent au boulot après, elles reviennent à l'entraînement du soir. Enfin, dans notre quotidien, on voit pas des choses avancer, quoi. À part la volonté de s'entraîner plus en journée, mais au final, les filles doivent toujours travailler à côté. Donc c'est... Parce qu'ils ont quand même des contrats, des CDI, CDD, ces ouais, choses-là à qui côté, font oui, que oui. c'est des 35 heures, c'est des 9-17 heures. C'est ça. C'est ça, ouais. Ou qui ont cours aussi, certaines ont cours à la fac et du coup peuvent pas forcément déplacer leur créneau. Donc dans notre quotidien, en soi, pour l'instant, il n'y a rien qui a bougé. C'est ça qui est frustrant parce on voit une Coupe du Monde où il y a 80 000 personnes qui viennent au stade pour regarder la finale. Et voilà, il y a un naming de notre championnat, AXA qui est le sponsor officiel de notre championnat, qu'on dit oh les choses avancent, c'est trop bien. On a quelques matchs diffusés sur Canal, donc ça c'est trop bien, c'est que Canal investisse. Nous franchement, c'est une fenêtre de lumière qu'on attendait depuis longtemps. Mais après, dans le concret de notre vie au club et notre vie, nos entraînements et tout, là-dessus, pour l'instant, il y a très peu d'évolution, quoi. Il y a une part de frustration aussi de ne pas être diffusé. Ça fait un peu invisible. Bon, enfin, je pense que pour moi, je m'en fiche un peu. Enfin, je m'en fiche un peu parce que j'ai la chance de vivre des choses énormes avec l'équipe de France. Mais des filles qui jouent en club depuis des années, qui donnent leur vie pour jouer au rugby et pour rien en échange, qui s'entraînent 4 fois semaine, elles, je pense qu'elles rêveraient de passer sur Canal pour que leur famille les voit. Voilà, c'est génial de passer à la télé et ça leur ferait hyper plaisir. Et c'est surtout pour ces filles-là que voilà, je pense que voilà, toutes les équipes méritent d'être diffusées, que tout notre championnat mérite d'être diffusé et qu'il faut que les clubs aient des moyens supplémentaires. Mais ça, c'est comme il dit, il faut que le Qatari arrive, quoi. Mais bon, on attend le Qatari. Alors que vous trouvez du pétrole sous peut-être Ernest du Argelès, pétrole sous Ernest Argelès. Ouais. Faire des prospections. Ou gagner au loto. Peut-être le grand euro million. L'euro million, je vais aller. 150 plaques, ça peut être sympa. Par rapport au développement sportif du rugby féminin aussi, savoir comment le rendre plus attractif, avoir plus de monde dans les stades, etc., mettre les joueuses dans de meilleures conditions de jeu. Il y a cette initiative, j'imagine que tu l'as vue sur le ballon un peu plus petit. Ouais. Toi qui as du mal à passer, j'imagine que tu dois être un petit peu contente, même s'il va falloir tester, etc. Ouais, je sais pas. Franchement, j'ai jamais joué avec un ballon de la taille en dessous, donc je saurais pas dire. Je sais pas du coup. Donc à tester. Franchement, faut pas être fermé au progrès ou pas. Voir si ça rend le jeu plus spectaculaire, si ça permet d'avoir plus de gestes techniques spectaculaires. Franchement, il y a pourquoi être contre. Juste, il faut le tenter, quoi. Faut voir. Ça vous a jamais fait bizarre, vous? Parce que moi, j'ai toujours eu cette impression de mais pourquoi est-ce qu'elle joue dimension des garçons? Alors je me dis oui, mais on peut pas remettre les lignes blanches 5 mètres plus court, etc. Mais d'avoir un ballon entre guillemets à votre taille, à vos mensurations qui sont c'est 5 cm en moins en général que peut-être 5-10 en moins par rapport aux garçons en moyenne, c'est 5-10 kg en moins. D'avoir un ballon qui vous est propre, au final, ça vous a jamais fait tilt, mais pourquoi on n'a pas un ballon à notre taille? Il y a déjà eu des discussions en disant que dans tous les autres sports, que ce soit le hand, le basket, à chaque fois c'est des ballons plus petits. Nous, c'est vrai que en se disant, on en a déjà parlé une ou deux fois en disant pourquoi nous c'est pas plus petit et tout. Mais depuis que j'ai 18 ans, je joue avec des ballons taille 5 et du coup on est habitué à quelque chose, on n'a jamais testé autre chose. Donc pour l'instant on est resté dans notre schéma, quoi. Moi c'est juste, je me dis putain, ce serait génial d'avoir un ballon plus petit si jamais ça rajoute 5 ou 10 mètres de longueur du jeu au pied des joueuses. Si par exemple Morgane Bourgeois elle peut atteindre les 50 mètres de marge, tu vois, ce genre de choses là où tu dis en fait ça peut être génial pour le spectacle. Parce que je pense pas que l'idéal ce soit de rapprocher le rugby féminin du rugby masculin, mais si t'offres une possibilité de spectacle qui est similaire avec les spécificités du rugby féminin,
au final, c'est que du bénéf. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que si vous gardez les dimensions du terrain, ça fait plus d'espace. Et en même temps, vous avez ce ballon qui vous permet d'aller jouer sur ces espaces, d'aller multiplier les 50-22, d'avoir encore plus de spectacles. Moi, j'ai toujours l'impression que je suis toujours frustré parce que moi, j'ai toujours plein d'idées, mais voilà. Non, mais on va voir, hein. Franchement. Du coup, là, ils testent ça pour le Seven. J'ai demandé à Suliana Sivi, merci Suliana, qui m'a dit que c'était génial pour les passes, justement, mais que pour le pied, il fallait juste se réadapter un petit peu. Et que ça demandait un petit temps d'adaptation, notamment sur ça. Mais voilà, pour le retour, merci Suliana. Peut-être que je vais réussir à faire une passe avec un ballon. Tu l'as réussi, mais avec un ballon taille 5 quand même. Allez, on termine cette interview avec quelques questions. Pas du tac au tac parce que tu vas justifier, mais coéquipière la plus impressionnante sur un terrain. Tu peux faire un top. J'allais dire Caroline Drouin, mais j'ai dit Caroline Drouin. Parce que c'est une. Enfin, quand on joue à côté d'elle, tout est simple. Tout est simple parce qu'elle défend hyper bien. C'est une 10 qui plaque monstrueusement bien. Elle a une qualité technique de passe énorme. Elle a un jeu au pied énorme. Donc en fait, elle a un peu toutes les qualités de joueuse de rugby. Si tu m'entends, Caro, reviens. On vient à Blagnac, on t'accueille et reviens en équipe de France. Voilà. T'as envie d'être pépère en fait sur un terrain. Ah ouais, mais c'est hyper simple de jouer avec elle parce qu'elle a énormément de qualité et elle a une vision du jeu aussi assez impressionnante. C'est une grande joueuse du rugby féminin. Pour faire un top 3, est-ce que tu as 2 autres joueuses qui te viennent en tête ? Là, à la dernière Coupe du Monde, je dirais Léa Champon, elle m'a beaucoup impressionnée aussi. Parce qu'elle est très très jeune et elle a montré une maturité dans tout ce qu'elle faisait assez impressionnante. C'était sa première Coupe du Monde et elle a crevé l'écran sur tous les matchs. Elle a fait preuve d'une énorme régularité. Elle a fait des matchs, elle a joué tous les matchs. C'était assez impressionnant. Orphale en défense, autant de touches. Elle gratte les ballons. Vraiment, elle était partout, quoi. Donc elle a un profil très très intéressant et tu dis que c'était au début de sa carrière, quoi. 22 ans, 22, 23. Ouais, je crois, je sais pas exactement, mais oui, elle a la vingtaine, quoi. Donc un potentiel énorme à cultiver, quoi. Et ensuite, Bon, là, je vais parler d'une joueuse de club, mais Célia Domain. Moi, je parle de une joueuse impressionnante par son rugby. Elle joue pilier, elle fait des matchs à 70 minutes. Elle est impressionnante en mêlée. C'est une joueuse de ballon qui sait jouer les offloads et qui plaque très bien aussi. Elle a un profil hyper mobile et c'est hyper intéressant quand tu as des piliers hyper mobiles. Donc en club, elle nous sort des gros matchs depuis le début de la saison. Donc je dirais c'est Yadoma. Maintenant, top 3 des adversaires les plus impressionnantes que tu as affrontés. Top 3 des adversaires les plus impressionnantes. Portia Woodman, je dirais, parce que un bus. On s'est pris des culs, quoi. T'as beau savoir à peu près plaquer contre elle, ça sert à rien, quoi, parce que elle est tellement dense et tellement elle a un drive costaud. Dans les jambes. C'est des poteaux à la place des pieds et t'arrives pas à les plaquer. Enfin, c'est impressionnant, impressionnant à jouer. Et puis elle a une vitesse aussi. Ouais. C'est impressionnant. Carrément. C'est impressionnant. Forcément, Ellie Kilden, parce c'est un feu follet, quoi. Elle est difficile à arrêter. Elle a une vitesse de pointe assez impressionnante et du coup c'est compliqué de l'arrêter. Et en troisième, que j'ai pas forcément affronté mais qui est aussi impressionnante, Sarah de Goody. Sophie de Goody, pardon, Sarah. Sophie de Goody qui est un profil c'est la meilleure joueuse du monde qui a été élue cette année. Et c'est une troisième ligne qui bute, qui court aussi vite que des centres, qui a des passes des deux côtés, c'est un profil ultra qui est solide au contact. Enfin, c'est un profil hyper complet et c'est impressionnant de voir la qualité de jeu qu'elle a. Elle est partout sur le terrain. Ouais. Vraiment, ça gratte, ça suit les joueuses. C'est impressionnant son débit et sa capacité à répéter les efforts pendant un match, quoi. Et puis elle fait les 80 minutes aussi à chaque fois. Oui, elle fait les 80 minutes, ouais. C'est aussi une des grandes artisanes du Canada. Du Canada, de la victoire face à la Nouvelle-Zélande. Ouais. Parce que ce match, même si c'est pas la grande Nouvelle-Zélande de 2022 avec Wayne Smith, etc., ça reste une équipe quand même assez correcte. Ouais. Et génial. Ensuite, le meilleur coach que tu aies jamais eu. Le ou la meilleure coach.
Bah, je dirais Laurent Tranier et Nico Tranier. Les frères. Les frères Tranier qui nous ont entraînés à Blagnac pendant mes 6 années où j'y étais. C'est des coachs qui... ils n'étaient pas parfaits, parce que mais ils ont appris au fur et à mesure des années à se perfectionner, à se remettre en question, à être dans le dialogue, à se renouveler aussi, parce qu'il y en a un qui était là depuis 10 ans et l'autre 6 ans, mais à renouveler leurs discours, renouveler leurs approches, leurs exercices. Et c'est pas évident, ça, quand tu es entraîneur. Et ils ont apporté vraiment ce côté humain à l'équipe. Et ils ont fait de ce qu'est Blagnac aujourd'hui aussi, du fait que c'est un club familial, un club qui met en avant un jeu de mouvement et qui vraiment, sans se prendre trop au sérieux, on arrive à faire des belles choses parce que ça fonctionne bien, on s'entend bien et qu'on a une volonté de faire jouer aussi dans sa manière de jouer. Donc les frères Tranier, ils m'ont beaucoup appris, même si j'ai un petit clin d'œil aussi pour Stéphane Aymar qui était là en courte durée en équipe de France, mais qui m'a aussi beaucoup appris et il a son expérience aussi en équipe de France. Il nous a apporté cette exigence de travail et il avait un retour sur nos performances. Vraiment, il nous a fait vraiment beaucoup progresser et sa manière aussi d'aborder les choses humainement, c'était top, quoi. Donc voilà, c'est pour les 3/4 Laurent et Stéphane. Et enfin, la dernière question, enfin on aura une petite dernière juste à la fin, mais la dernière question, le pire match que tu aies jamais joué, que ce soit à cause des conditions, du froid ou d'autres choses. Conditions ou froid là, du coup, il y avait ce quart de finale à la Coupe du Monde qui est pour la pluie et tout, mais il y a une fois aussi où à Lille, je jouais à Villeneuve d'Ascq et on a joué contre Blagnac à l'époque sur un terrain à Grande-Synthe. Le terrain était gelé, mais gelé. L'arbitre est arrivé avec la clé, il a mis la clé il a dit on va pouvoir jouer. Alors là, on était là, on a joué, on n'arrivait pas à courir. En fait, tu courais, tu glissais. C'était l'enfer. C'était le cirque, on aurait dit. Et le terrain était gelé. Ouais, il faisait tellement froid. Et on a joué contre Blagnac elles ont eu 3 ou 4 blessés à la fin du match. Enfin, c'était pas joli à regarder, mais c'était assez extrême comme condition. Est-ce que tu faisais partie parce que Adrien Corré, je travaillais à l'équipe, qui m'avait parlé d'un match qu'il avait fait à Lille aussi, sous la neige, un France-Angleterre avec l'électricité qui se coupe à la 60e. Tu avais fait partie de cette équipe-là? J'y étais. Ouais, assez. On parle des matchs frustrants, mais celui-là aussi, quoi, parce qu'on revient bien dans le match. Il reste 20 minutes à jouer, on est à 5 mètres de leur ligne. Je crois qu'on est à 2 marques, mais genre là, on s'apprêtait à marquer, on dominait depuis au moins 15-20 minutes. Et là, l'électricité qui s'arrête. Du stade, c'est-à-dire les spots. Les spots et tout, il fait nuit. Et donc là, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On attend un peu sur le terrain et tout. Et là, on nous dit, en fait, pour redémarrer les générateurs, il va falloir attendre 20-25 minutes, quoi. Ça se rallume pas comme ça. Et là, les Anglaises qui nous disent, si c'est comme ça, tout le monde sera refroidi, c'est dangereux pour les gens, on reprendra pas le match. Et du coup, on est là. Encore un match frustrant possible parce qu'on était dans le match et que voilà. Peut-être que la série de défaites aurait été plus courte si le match était poursuivi. Ouais, carrément. Mais j'y pense vraiment, ouais. C'est peut-être une possibilité. Dernière question vraiment là sur ton métier d'ingénieur. Comment t'arrives toi à concilier du coup ce métier avec ce que tu fais aujourd'hui ? Est-ce que tu fais vraiment les 25% sur ça ou est-ce que tu fais un peu plus ? Non, je fais 25%, mais c'est 25% annualisé. Donc ça veut dire que quand je pars en rassemblement, en 6 nations, il faut que j'anticipe les heures que je vais rater. Donc concrètement, quand je suis à Blagnac, je bosse à mi-temps. Donc voilà, je m'organise entre mes entraînements et le boulot pour que ça se cale bien dans toute ma semaine. Mais pour moi, c'est hyper important d'avoir ce pied dans l'entreprise quand même encore. Et même de côtoyer un autre milieu, de voir d'autres gens, pas parler de rugby, se sortir la tête du ballon, de courir et tout, c'est faire un peu que les méninges travaillent un petit peu aussi. Mais c'est hyper important aussi pour ma réussite dans le rugby, parce qu'au final, je me suis rendu compte que je suis devenu un peu meilleur sur le terrain en travaillant à côté aussi. Okay. Donc étonnamment, d'avoir une charge en plus sur le côté, ça m'a fait être peut-être plus concentré dans le rugby et d'avoir plus d'activités en dehors de ma vie rugbystique, ça a été bénéfique pour moi. Ok, non, mais c'est génial. Je pensais vraiment qu'il y en a certaines qui voyaient ça que comme une charge.
Mais le fait que toi, tu vois ça comme... Non, moi je vois ça comme une manière de s'aérer aussi du sport, quoi, parce que rester qu'avec les mêmes personnes, tu côtoies tout le temps les mêmes personnes. Au rugby, on passe beaucoup de temps au rugby. C'est bien aussi de voir des personnes qui sont pas de ce milieu-là, tu fais des choses concrètes. Je suis sur mon ordi, je fais des plans et de la conception en 3D. Ben voilà, je pense à ça, je pense à rien d'autre. Et... C'est ça, c'est ce que tu ouais, fais c'est au ce que je quotidien, fais. c'est Oui. des plans, des... Ouais, je fais des outillages, je les modélise en 3D et après je fais des Ok. plans de fabrication pour qu'ils soient faits. Des maquettes, toutes ces choses-là. Ouais, c'est ça. Et du coup faire ça, du coup, c'est des choses concrètes. C'est ça que j'aime bien, c'est que je pense à rien d'autre qu'à mes cotes, mes plans, les plans en plus, c'est le genre de choses où tu peux pas avoir d'erreur. Donc il faut être hyper précis dans ce que tu fais. Donc c'est aussi ça que ça me permet de m'évader un peu du monde sportif. Tu penses des fois quand t'es à Blagnac, tu vois un avion décoller, tu fais ah. Non, parce que je fais pas les avions, je fais des outillages un peu autour. Mais j'aime beaucoup l'aéronautique, donc c'est aussi pour ça que je suis venue à Toulouse. J'ai un peu baigné dedans depuis que je suis un peu petite, parce que ma mère travaille aussi dans l'aéronautique, donc voilà. Ce sera ce que tu feras du coup après la fin de ta carrière? Je sais pas, franchement, je sais C'est pas. peut-être un peu trop tôt. Ouais, c'est un peu trop tôt. J'espère durer un peu encore, hein. Même si le corps répond moins présent qu'avant. On sait surtout que les carrières sont plus courtes pour les femmes. Ouais, c'est là, si j'ai l'opportunité, je vais tout faire pour essayer de faire la prochaine Coupe du Monde, quoi. Mais c'est dans 4 ans, et 4 ans, c'est très long dans une carrière. Donc on va voir comment j'arrive à tenir, si j'arrive à être autant performante et si je suis sélectionnée en équipe de France jusqu'à cette Coupe du Monde. Et on fera tout, mais c'est vrai que ça passe très vite une carrière et c'est hyper frustrant, quoi. En tout cas, on te le souhaite. Merci. Je te le souhaite. Et merci Gabriel d'avoir fait ce podcast avec moi. Ça a été ultra instructif. Donc merci beaucoup. Et pour moi, ça me fait plaisir de d'avoir ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ou écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, évidemment, vous pouvez me soutenir en lâchant un follow. Je mettrai aussi les liens de Gabriel pour que vous ayez la soutenir et pour que vous lui disiez si elle a fait un bon match en défense et si elle prend un carton jaune, vous pourrez aller la chambrer. Ouais. Mais voilà, merci à Gabriel d'avoir été là. Merci à vous de regarder la vidéo ou écouter le podcast. Bonne journée ou bonne soirée à tous.